Mes chers amis, bonsoir. Je suis vraiment heureux et ravi de vous retrouver. Et au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire euh, qui sera dédié à l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie, comme vous le savez, qui est rare, mais qui est grave et qui a suscité beaucoup d'intérêt, tant sur le plan diagnostique, sur le plan de l'évaluation, mais aussi sur le plan de traitement. Donc, les patients se portent beaucoup mieux. On ne peut pas dire qu'on les guérit, mais ils se portent beaucoup mieux, donc grâce à un certain nombre de thérapeutiques qui sont maintenant à nos dispositions et qui sont aussi disponibles au Maroc, un certain nombre d'entre elles de ces médications. Voilà, donc nous avons, pour discuter un petit peu de tout cela, et le sujet d'aujourd'hui, c'est essentiellement, on ne va pas discuter du traitement, on va discuter essentiellement de l'évaluation de l'hypertension artérielle pulmonaire, évaluation par l'écho, mais aussi par le cathétérisme cardiaque, et nous avons avec nous deux éminents spécialistes en la matière, qui sont le professeur Jean-Luc Vaquieri, que tout le monde connaît ici au Maroc, qui est un ami du Maroc et qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Et nous avons aussi un excellent cathétériseur qui nous vient de Genève, le professeur, le docteur Frédéric Lador. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et de votre générosité, de votre disponibilité. Et bien sûr, pour discuter de ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, pour modérer un petit peu cette réunion, le professeur Samir Stott, que tout le monde connaît bien entendu au Maroc. Le professeur Samir Stott est professeur de cardiologie. Il est cathétériseur, bien sûr, émérite, et puis il est ancien président de la Société marocaine de cardiologie, et tout le monde se souvient un petit peu de son mandat qui était excellent, et tout le monde un petit peu se souvient de tout ça. Voilà, donc sans trop tarder, je voudrais aussi remercier bien entendu les laboratoires Actelion Jensen pour leur soutien à cette réunion. Et sans trop tarder, donc je vais passer la parole à mon ami le professeur Jean-Luc Vaquieri. Le professeur Jean-Luc Vaquieri est professeur de cardiologie à Bruxelles. Il est chef d'unité d'insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle pulmonaire à la clinique universitaire de Bruxelles. Son CV, il est extrêmement étoffé, donc il nous faudra plusieurs minutes, voire quelques heures pour citer tout. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un expert en insuffisance cardiaque et c'est un expert aussi dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et il a fait partie de plusieurs groupes de travail, que ce soit en Belgique, que ce soit au niveau de la Société européenne de cardiologie ou que ce soit dans différentes sociétés savantes en matière d'hypertension artérielle pulmonaire ou bien d'insuffisance cardiaque. Professeur Jean-Luc Vaquieri va nous parler de l'apport de l'échographie dans l'évaluation de l'hypertension artérielle pulmonaire. À toi la parole, cher ami, et encore une fois un grand merci. Merci beaucoup Saïd pour cette très gentille introduction. Ça ne se voit pas, mais je rougis. C'est vraiment très très gentil. Et bonsoir Samir et bonsoir Fred. Je suis vraiment très heureux, chers amis et chers amis, d'être avec vous ce soir pour effectivement couvrir ce sujet de l'évaluation. Finalement, on pourrait intituler cette réunion l'évaluation hémodynamique de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'échocardiographie, donc du non-invasif à l'invasif qu'est le cathétérisme cardiaque. Alors moi, je vais évidemment me focaliser sur les aspects échocardiographiques, et pour commencer, je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de mes liens d'intérêt avec les sociétés qui toutes celles que vous voyez ici fabriquent des médicaments, effectivement, comme le disait Saïd, pour améliorer la qualité de vie et la capacité d'effort de nos malades qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors peut-être juste quelques diapositives. Vous connaissez tout ça, bien sûr, mais c'est important, je pense, de commencer par rappeler où nous en sommes
en termes de définition et d'évaluation générale de l'hypertension pulmonaire. On rappelle simplement que l'hypertension pulmonaire, c'est une définition hémodynamique qui requiert une caractérisation par un cathétérisme cardiaque droit et qui, jusqu'à aujourd'hui, d'après nos recommandations, correspond à une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 25 mm de mercure, que l'on peut ensuite subdiviser en deux composants, une forme précapillaire ou une forme postcapillaire, selon que la pression d'occlusion pulmonaire soit inférieure ou égale à 15 pour les formes précapillaires ou strictement supérieure à 15 pour les formes postcapillaires. Vous savez qu'on a aussi cette subdivision entre les formes postcapillaires isolées ou celles qui correspondent à une combinaison entre une forme post et précapillaire. C'est un vrai problème qui se pose pour nous, cardiologues, et pour l'ensemble de la communauté d'hypertension pulmonaire. Cette distinction est faite essentiellement sur le calcul de résistance vasculaire pulmonaire inférieure ou égale à 3 pour les formes isolées et supérieure strictement à 3 pour les formes combinées post- et précapillaires. Ça, c'est la définition des recommandations. Je vais revenir dessus un tout petit peu plus loin. Vous savez que cette définition est en train de se modifier. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler pendant les questions-réponses. Saïd l'a rappelé, on a une classification qui comprend 37 étiologies, 15 dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est le groupe 1. Vous avez ici sous les yeux cette classification dite de Nice qui a été un peu modifiée au fil du temps, mais qui finalement reste relativement constante en termes de distinction entre la forme d'hypertension artérielle pulmonaire, le groupe 1, le groupe 2, les formes liées aux maladies cardiaques gauches, le groupe 3, lié aux maladies respiratoires ou avec ou sans hypoxie, le groupe 4, l'hypertension post-embolique, et le groupe 5, c'est ce groupe qui comprend toutes ces étiologies pour lesquelles on a soit des causes multifactorielles, soit des causes qui sont finalement relativement peu claires et qu'on n'arrive pas à classer autrement. C'est important dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui et dans l'absolu d'ailleurs, de rappeler que nous avons la chance d'avoir des traitements pour deux formes d'hypertension pulmonaire que sont l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, et l'hypertension pulmonaire post-embolique, le groupe 1 donc, et le groupe 4. On a des traitements, on a des algorithmes thérapeutiques et on peut d'ailleurs dire que pour des maladies qui sont relativement peu fréquentes, c'est assez exceptionnel d'avoir des algorithmes thérapeutiques et des perspectives de traitement. Simplement, ce que nous savons, et c'est notre vie de tous les jours, que ce soit au Maroc, en Belgique ou en Suisse, les formes que nous voyons le plus souvent, 80% d'entre elles, ce sont essentiellement des groupes 2 et des groupes 3. Ce sont des formes postcapillaires liées à une maladie cardiaque ou des formes précapillaires liées à une maladie respiratoire. Dans la plupart des cas, l'hypertension pulmonaire survient comme un symptôme de la maladie sous-jacente, mais bien entendu, nous aurons une proportion de patients qui développeront des vraies maladies vasculaires pulmonaires, des formes précapillaires avec une élévation significative des résistances et des pressions. Dans la majorité des cas, les formes seront simplement des formes dites passives et l'hypertension pulmonaire sera un biomarqueur ou un symptôme de plus de la maladie sous-jacente. Ces formes précapillaires, ou les formes plus sévères, concernent de l'ordre de 10% des patients dans l'insuffisance cardiaque, 1 à 3% des patients qui souffrent de pathologies pulmonaires interstitielles et de BPCO. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a très très peu de malades qui développent des hypertensions pulmonaires liées au syndrome d'apnée de sommeil. Donc les maladies vasculaires pulmonaires, finalement, même dans ces formes les plus fréquentes, restent relativement rares. Alors la question qui se pose est pourquoi on fait de l'échocardiographie dans l'hypertension pulmonaire. Et c'est impossible de distinguer l'aspect d'HTAP de l'aspect de diagnostic différentiel. Et donc, finalement, les deux situations, ou plutôt les deux raisons principales pour lesquelles on utilise l'échographie dans l'hypertension pulmonaire, c'est le diagnostic, avec l'établissement d'un niveau de suspicion et une probabilité clinique. Le diagnostic différentiel, comment fait-on la distinction entre un groupe 2 et un groupe 1? Est-ce qu'il y a une pathologie cardiaque sous-jacente? Est-ce qu'il y a une maladie valvulaire ou non? Le dépistage dans les groupes à risque, on sait aujourd'hui que l'échocardiographie est un examen très important chez des malades qui souffrent de connectivite, principalement de sclérose systémique, mais également chez les patients pour lesquels on a identifié, ou dans les familles de patients chez lesquels on a identifié une mutation génétique qui prédispose à l'HTAP. Et enfin, le pronostic et le suivi est très important, et l'apport de l'écho est très important dans le pronostic et le suivi. Il y a évidemment des éléments
additionnels qui font de l'écho un outil important dans les possibilités, dans l'arsenal d'outils des spécialistes de l'hypertension pulmonaire ou des cardiologues, c'est l'évaluation du ventricule droit. L'évaluation, et c'est de plus en plus fréquent maintenant, de l'importance d'une régurgitation tricuspidienne, mais aussi l'échographie de 3D et l'échographie à l'effort. Alors, si vous voyez ceci, on pourrait parler pendant des heures, je ne vais évidemment pas le faire, mais on pourrait parler pendant des heures de ces différents aspects. Je voudrais simplement me concentrer sur l'aspect de diagnostic, un petit peu le diagnostic différentiel et vous dire quelques mots de l'évaluation de la fonction ventriculaire droite parce que ce sont des éléments qui sont importants dans notre compréhension et notre évaluation de l'hypertension pulmonaire. Ce que vous voyez ici, c'est le diagnostic, l'algorithme diagnostique de l'hypertension pulmonaire. C'est un algorithme général. Vous le voyez, c'est celui qui a été validé par les sociétés savantes, la Société respiratoire et la Société de cardiologie européenne. Et vous voyez que dès le début de l'algorithme, on met en évidence l'échocardiographie avec l'établissement d'une probabilité échocardiographique d'une hypertension pulmonaire. Donc on part de symptômes, de signes et d'une histoire qui est suggestive avec la maladie. Et souvent, on a coutume de dire, mais finalement, ce que l'on fait, c'est de faire du diagnostic différentiel, de dyspnée inexpliquée. Eh bien, l'échocardiographie, c'est vraiment l'élément qui est le plus important de la probabilité ou dans l'établissement de la probabilité clinique. Et comme vous voyez, si votre probabilité clinique est élevée, vous commencez à dérouler l'algorithme diagnostique en ajoutant d'autres éléments et d'autres examens qui vous permettront de poser le diagnostic qui sera finalement posé par le cathétérisme cardiaque. Alors, quelques préambules quand même, c'est très important de se rappeler que l'écho devrait être réalisé lorsque l'hypertension pulmonaire est suspectée. Donc, c'est ce que nous disons. Alors, en tant que cardiologue, ce n'est pas tellement notre problème puisqu'on le réalise de façon assez régulière, mais c'est ce que nous disons à nos collègues pneumologues. Adressez-nous les patients pour que nous puissions réaliser une écho lorsque vous avez une suspicion que la dyspnée pourrait être liée à de l'hypertension pulmonaire. Attention, l'écho n'est pas suffisante pour déterminer une décision thérapeutique. On aura toujours besoin d'un cathétérisme cardiaque de validation. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, j'y reviendrai avec les propositions de nouvelles définitions, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer un seuil d'hypertension pulmonaire simplement sur base d'une vitesse de régurgitation tricuspidienne. Donc, vous savez qu'il y a plein de valeurs qui ont été proposées. Nous estimons que le simple calcul ou l'estimation de la pression n'est pas suffisante pour déterminer le niveau d'hypertension pulmonaire, en tout cas pour poser un diagnostic ou suspecter un diagnostic. Et finalement, l'écho va nous permettre de déterminer un niveau de probabilité d'hypertension pulmonaire basé sur deux combinaisons. D'une part, le gène d'insuffisance tricuspide et d'autre part, d'autres signes échocardiographiques. C'est cela qui nous permet de dire que ce patient a une probabilité faible, intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire. La présence ou l'absence de facteurs de risque d'HTAP ou de forme post-embolique nous amène à déterminer une suspicion clinique et à rentrer dans l'algorithme thérapeutique, dans l'algorithme diagnostique, et de dérouler les examens complémentaires tels que l'angiographie pulmonaire si c'est nécessaire, tels que la scintigraphie de ventilation et de perfusion et d'autres tests qui vont nous permettre d'aboutir au diagnostic. Je vais maintenant me focaliser évidemment sur ces deux aspects que vous voyez ici au sommet, le gène d'insuffisance tricuspide et ces autres signes échocardiographiques. Alors ça, c'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend quand on commence à faire de l'écho dans n'importe quel labo d'écho. On estime la pression systolique du ventricule droit à partir du jet d'insuffisance tricuspide qu'on porte au carré, qu'on multiplie par 4. Ça nous donne un gradient transtricuspidien auquel on ajoute une valeur de pression auriculaire droite, ce qui nous donne une estimation de la PAP systolique. J'insiste, c'est la PAP systolique que nous avons, ce n'est pas la PAP moyenne. Rappelez-vous, c'est la PAP moyenne qui fait le diagnostic. Il y a plusieurs méthodes pour attribuer un niveau de pression auriculaire droite qui ont été proposés. La plus fréquente dans les labos d'écho, c'est l'estimation du niveau de dilatation de la veine cave inférieure en expiration et en inspiration qui nous permet d'attribuer une estimation de pression auriculaire droite
par tranche de 5 mm de mercure en fonction de ces deux éléments. Et dans le cas présent, vous voyez qu'avec ce jet de régurgitation tricuspidienne, on arrive à estimer une pression artérielle pulmonaire systolique entre 65 et 70 mm de mercure, selon une pression auriculaire droite estimée entre 10 et 15 mm de mercure. Donc ici, vous avez déjà un exemple d'un cas typique qui était d'ailleurs une HTAP chez laquelle on peut mesurer une pression élevée. Alors, un petit rappel pour les plus jeunes qui commencent de l'écho et même pour les moins jeunes, c'est toujours intéressant de se replonger de la valeur du jet de la vitesse maximale du jet d'insuffisance tricuspide pour estimer la PAP systolique. Il faut savoir que cette vélocité, cette vitesse, est sous l'influence de l'âge et de l'indice de masse corporelle. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes obèse, plus ce jet sera élevé, plus les valeurs normales seront élevées. Évidemment, la fenêtre acoustique, les mouvements respiratoires, l'alignement du jet régurgitant par rapport au feu de signal Doppler, ce sont des éléments de contrôle de qualité qui sont très importants pour pouvoir avoir une estimation qui soit la plus précise possible de la pression. N'oubliez pas, chez des malades qui sont en fibrillation atriale, la variabilité battement par battement, c'est quelque chose qu'on voit aussi en salle de cathé, mais évidemment qu'on voit sur les données échocardiographiques. Et attention, la sévérité, donc le volume de jet régurgité, va influencer la façon dont vous allez pouvoir estimer la PAP systolique à partir du jet d'IT. Dans les IT sévères, vous allez avoir une sous-estimation du gradient parce que vous aurez une égalisation précoce entre la pression ventriculaire droite et la pression auriculaire droite en télédiastole. Dans le cas d'une régurgitation triviale, vous aurez peut-être du mal à déterminer ou à dégager un tracé Doppler qui sera de qualité suffisante pour vous permettre de faire l'estimation. Alors, au-delà de la PAP systolique, vous vous souvenez, vous avez votre jet d'insuffisance tricuspide, plus d'autres signes. Ces autres signes, c'est l'analyse du ventricule, la taille de l'artère pulmonaire et la veine cave inférieure et l'analyse de l'oreillette droite. Autrement dit, c'est la combinaison de ces deux éléments qui va vous permettre de déterminer votre niveau de suspicion de probabilité échocardiographique et votre suspicion clinique. Pour les ventricules, on a des choses qu'on bien en cardio, vous avez la taille du ventricule droit, vous avez ici un exemple qui est caricatural de dilatation ventriculaire droite, dilatation auriculaire droite, de mouvement paradoxal du septum, d'aplatissement du septum avec cette fameuse déformation en lettre D. Alors là, c'est un D qui est en très mauvaise santé avec un septum qui est refoulé du côté gauche au moment de la contraction par un VD très dilaté. Et on peut remarquer sur ces images aussi la présence d'un épanchement péricardique qui sont des signes qui vont nous donner une information supplémentaire à partir de la dimension ou du rapport entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Le temps d'accélération de l'artère pulmonaire est un autre élément qui est important. Vous avez un exemple ici de raccourcissement du temps d'accélération pulmonaire. Quand il est inférieur à 120 millisecondes, vous avez ici deux équations qu'on connaît bien au labo d'écho qui permettent d'estimer une PAP moyenne. Mais attention, cette estimation n'est pas basée à l'inverse du jet d'IT sur une relation mathématique, mais sur un calcul de corrélation à partir d'études de cohorte. Donc, il faut être très prudent dans l'estimation de la PAP moyenne à partir du temps d'accélération. Cependant, l'analyse de ce temps d'accélération est riche d'informations. Quand la pression augmente ou que les résistances augmentent, le temps d'accélération va diminuer. Le plus court sera ce temps d'accélération, le plus haute sera la probabilité d'avoir une élévation de résistance. Et vous remarquerez que sur ce tracé, on a un autre élément qui est un jet d'insuffisance pulmonaire en plus de l'analyse du flux dans l'artère pulmonaire. C'est une analyse qui est importante dans l'analyse de base de l'échocardiographie dans l'HTAP. Quand on s'intéresse au flux pulmonaire, il y a un autre phénomène qui est très utile à observer. C'est ce que vous voyez sur le panneau 2 et le panneau 3. C'est ce phénomène de notching ou de décélération mi-systolique rapide avec une réaccélération du flux. Vous voyez ici une réaccélération précoce et une réaccélération plus tardive. La présence de ce signe est associée beaucoup plus spécifiquement à une élévation de résistance et soit à une perte de la compliance de l'artère pulmonaire, soit à un phénomène d'obstruction proximale, comme on peut le voir parfois chez les patients qui ont des hypertensions pulmonaires post-emboliques. Et pour nous, la présence de ce signe est pratiquement la signature d'une élévation exagérée des résistances vasculaires pulmonaires et fait basculer votre analyse écho plutôt vers le versant précapillaire que le versant
post-capillaire. Donc, c'est un indice qui est utile à recueillir par votre analyse échocardiographique. L'artère pulmonaire, elle aussi, et sa dimension peut être mesurée à l'écho. Vous voyez ici un exemple chez un patient. C'est en réalité le même malade avec une HTAP, qui souffre d'une HTAP héréditaire. Vous voyez cette dilatation qui est déjà présente à l'état de base et qui se développe au fil du temps. On est quelques années plus tard. Et vous voyez ici des valeurs normatives avec 25 mm de mercure comme valeur seuil au-delà de laquelle on estime qu'une artère pulmonaire est dilatée. Ce que vous pouvez voir d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans la partie de gauche, de droite pardon, de la diapositive, c'est une dilatation de l'artère pulmonaire gauche qui est pratiquement une dilatation de type anévrismal. Et donc, cette dimension de l'artère pulmonaire est un indice que vous pouvez aussi mesurer ou estimer à l'échocardiographie. La veine inférieure, on en a parlé, ça fait partie de notre BABA, c'est important. Vous avez ici de nouveau, c'est le même patient que le précédent, une dilatation caricaturale de la veine cave inférieure qui n'est pas modifiée en inspiration. Donc, vous regardez deux choses, la taille, la dilatation, est-ce que le diamètre est supérieur ou inférieur à 21 mm, et l'évaluation des modifications de calibre au cours du cycle respiratoire. Un petit test que nous utilisons au labo d'écho, c'est un sniff test, simplement en demandant aux patients de renifler brutalement pour modifier les pressions intra-abdominales sans faire disparaître complètement la veine cave inférieure dans une inspiration prolongée. On peut également vérifier les modifications qui surviennent en respiration spontanée. L'oreillette droite, c'est la troisième et la dernière partie qui va nous intéresser. La présence d'une dilatation de l'oreillette droite, alors avec deux manières de l'évaluer, soit par la surface, soit par le volume, avec effectivement une bonne connaissance des valeurs normatives. Pour la surface, 18 cm². Le volume présente l'avantage d'avoir une analyse tridimensionnelle et donc vous avez des valeurs qui sont différentes chez l'homme et la femme. Chez la femme, on est à 33 ml par mètre carré, chez l'homme, 39 ml par mètre carré. C'est très important de l'indexer par rapport à la surface corporelle et c'est probablement plus robuste que le volume est probablement une valeur plus robuste que la mesure des dimensions linéaires par les mesures de surface. De nouveau, c'est un indice qui est important dans votre évaluation échocardiographique. Alors, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Vous savez qu'il y a maintenant une proposition de baisser la valeur normale de PAP moyenne, non plus à 25, mais à 20 mm de mercure. Ceci, c'est la proposition du dernier symposium mondial de l'hypertension pulmonaire. Vous voyez qu'on a réintroduit la résistance dans la proposition de définition pour les formes précapillaires supérieures ou égales à 3, les formes postcapillaires isolées inférieures à 3 et pré-postcapillaires supérieures ou égales à 3. Donc, ceci va évidemment compliquer la vie de l'échocardiographiste puisque déjà avec 25 mm de mercure de PAP moyenne, c'était très compliqué d'avoir une correspondance de pression. Si maintenant on baisse de 5 mm de mercure, on va se retrouver dans une situation un tout petit peu plus complexe. Cependant, si ceci est adopté dans les prochaines recommandations, ce que nous ne savons pas encore, il est probablement important de raisonner un peu différemment, indépendamment de la mesure de pression. C'est, comme je le disais tout à l'heure, de combiner la présence d'un jet de régurgitation tricuspide des signes échocardiographiques et de déterminer cette suspicion clinique. Lorsque vous avez une suspicion clinique qui est faible, l'hypertension pulmonaire est improbable, vous devez envisager soit un diagnostic alternatif, soit un follow-up écho. Si vous avez une probabilité intermédiaire, vous probablement, effectivement, qu'il est indiqué de réaliser d'autres investigations, certainement si vous avez un patient qui fait partie d'un groupe à risque, et certainement chez les patients qui font partie de groupes à risque, on peut envisager la réalisation d'un cathétérisme du cœur droit. Évidemment, si la probabilité est élevée, là, le cathétérisme et le bilan diagnostic différentiel devient essentiel pour faire le tri des différentes formes d'hypertension pulmonaire. Mais de nouveau, c'est la combinaison de la mesure de pression, les autres signes échocardiographiques, plus la suspicion clinique qui vous amèneront à faire cette distinction et à aller plus loin dans la mise au point de ce patient. Je vais vous dire un petit mot très rapide de la distinction entre l'HTAP ou les formes précapillaires, disons, et les formes liées aux maladies du cœur gauche. À l'écho, on a l'habitude en tant que cardiologue de regarder beaucoup le cœur gauche, un petit peu moins le cœur droit. Mais vous avez ici une série d'items qui sont important pour déjà vous donner une probabilité de diagnostic différentiel entre
un cœur gauche comme cause d'hypertension pulmonaire et l'HTAP. Et en particulier, dans les formes liées aux maladies cardiaques gauches, la présence d'un volume de l'oreillette gauche élevé ou d'une imagerie de déformation de l'oreillette gauche abaissée sont hautement suggestives, sont deux items qui sont hautement suggestifs d'une hypertension pulmonaire liée aux maladies du cœur gauche. Plus vous avez de signes droits comme le mouvement paradoxal du septum, la dilatation du VD, les anomalies du Doppler du flux pulmonaire, la présence d'épanchement péricardique, plus vous allez plus la balance va pencher vers l'HTAP. À l'inverse, les patients qui ont des maladies du cœur gauche ont de façon assez exceptionnelle des signes droits, mais ça peut bien entendu arriver, principalement chez des patients qui ont des pathologies valvulaires ou qui ont des pathologies cardiaques restrictives ou de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc déjà, avec l'écho, vous avez la possibilité d'aller plus loin dans le diagnostic différentiel. Le dernier aspect, enfin, ce n'est pas le dernier, mais c'est en tout cas pour aujourd'hui, c'est l'aspect de l'évaluation de la fonction cardiaque droite. Et ça, c'est vraiment fondamental, peut-être dans un deuxième temps d'évaluation échocardiographique, de s'intéresser de près à la fonction du VD. Alors, c'est évidemment un peu comme chercher le Saint Graal que d'essayer de trouver un indice ou des indices qui soient des indices fiables de fonction ventriculaire droite, essentiellement, comme vous le voyez ici, parce que la forme du ventricule droit, à l'inverse du ventricule gauche, est une forme triangulaire, en croissant. Le ventricule droit, quand il se développe, il s'enroule autour du ventricule gauche. Et surtout, à l'inverse de ce qui se passe à gauche, vous avez une composante qui est la chambre de chasse du ventricule droit, qui contribue pour une partie qui est de l'ordre de 25 à 30% dans la force contractile ou dans l'activité du ventricule droit. Ce n'est pas la même chose à gauche. Ce n'est pas 25 à 30%. Dans le ventricule droit, c'est très particulier. Et cette partie-là, on a du mal à l'évaluer par les techniques échocardiographiques. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais vous avez des mesures directes et des mesures indirectes de fonction systolique. Les mesures directes, c'est le TAPS, c'est le changement de surface, le changement de surface en systole et diastole, c'est l'analyse par Doppler tissulaire de la vitesse, des vitesses intramyocardiques au niveau de l'anneau tricuspidien, et c'est l'indice de Tay, donc l'indice de performance myocardique, qui est un indice composite qui comprend le temps de relaxation, le temps de contraction et le temps d'éjection, qui est, je dois bien l'avouer, relativement peu utilisé en clinique de tout le jour. En tout cas, nous l'utilisons relativement peu. Ça, ce sont les signes directs. Et vous avez des signes indirects, on en a parlé, vous en avez vu, c'est le mouvement paradoxal du septum, le rapport entre les deux ventricules, la vitesse de régurgitation de l'insuffisance tricuspide, ça c'est l'estimation de pression, et les modifications diastoliques, en particulier le rapport au surat du ventricule gauche, mais aussi les modifications de la performance ventriculaire gauche qui sont perturbées par la dilatation du ventricule droit. Ce sont des manières indirectes d'évaluer la fonction cardiaque droite. Alors, le plus connu, c'est le TAPS, vous le voyez ici. Et finalement, ce mouvement monodimensionnel, c'est un peu le même principe que ce que l'on mesurera avec l'onde tricuspide au Doppler tissulaire. Vous avez ici un patient dont le mouvement annulaire du septum est dans les valeurs normales. Vous pouvez mesurer la fraction de contraction en deux dimensions, donc on passe du mono au bidimensionnel, en prenant la surface en télédiastole et la surface en télésystole. Ce rapport de surface vous donne le fractional area contraction. C'est une manière de passer à un niveau supérieur dans la précision, en tout cas dans l'évaluation de l'échocardiographie. Et vous avez évidemment l'analyse en 3D que je ne vais pas détailler parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. C'est cependant, dans le futur, probablement une évaluation qui est très importante dans la manière d'envisager la fonction ventriculaire droite et peut-être de pousser un peu plus loin, de repousser un petit peu plus les barrières de l'évaluation hémodynamique non invasive. Les limitations, vous les connaissez, mais c'est important de les rappeler. Toutes les mesures que nous allons faire sont dépendantes de la précharge. Et en plus de ça, vous avez des modifications, plutôt des limitations qui sont spécifiques à chacune des mesures. Si on prend le TAPS, par exemple, l'analyse du TAPS est très utile, très facile à mesurer, mais on néglige les mouvements de la paroi libre du ventricule droit et du septum. Donc ça n'est pas un indice complet de la fonction systolique du ventricule droit. Vous avez aussi des phénomènes de traction du ventricule gauche et des translations des mouvements du cœur à l'intérieur de la poitrine qui vont modifier forcément les mesures monodimensionnelles.
le fractional area contraction, de nouveau, on néglige la chambre de chasse du ventricule droit. Donc, on a une image qui est un petit peu tronquée, qui ne représente pas l'ensemble de la fonction. Et la problématique, évidemment, c'est que la masse ventriculaire droite est limitée quand on utilise une seule vue, et donc la multiplication des vues effectivement est probablement quelque chose qui nous est apporté par l'analyse tridimensionnelle et qui n'est pas nécessairement visible avec cette mesure qui est une mesure un petit peu plus conventionnelle. Je voulais simplement vous montrer ceci. On parlait de la dépendance de la précharge, c'est un point qui est très important. La question qui nous est souvent posée, c'est faut-il faire une analyse échocardiographique chez des patients qui sont sous diurétiques? Est-ce qu'il faut interrompre les diurétiques? Et je suis sûr que c'est quelque chose qu'on pourra discuter avec Frédéric, de savoir si c'est important d'être décongestionné ou d'avoir des patients décongestionnés au moment de la réalisation des échos. Il n'empêche que la dépendance de la précharge, elle est vraie pour chacun des indices que vous voyez ici, le TAPS, l'onde S, fractional area contraction, l'imagerie de déformation et l'imagerie tridimensionnelle, qui est peut-être, avec le strain, qui sont peut-être les deux techniques pour lesquelles on a moins de problèmes liés à la dépendance, moins de problèmes de dépendance de la précharge. Mais vous voyez que chacune de ces variables a des avantages et des inconvénients. Il est évident que dans un labo d'écho, quand on a envie d'avoir une estimation rapide et relativement fiable, on va faire une mesure de TAPS, on va faire une mesure d'onde S. Quand on voudra aller un peu plus loin dans l'analyse, on fera du strain et on fera de l'évaluation 3D, mais ces deux éléments ne sont pas indispensables dans la démarche de diagnostic différentiel. Ce sont mes deux dernières diapositives. Finalement, il y a deux niveaux probablement d'évaluation échocardiographique qui sont importants. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de base. Et vous avez dans la première colonne l'intérêt, ici vous avez la probabilité d'hypertension pulmonaire, le diagnostic différentiel entre HTAP et cœur gauche, en particulier dans les insuffisances cardiaques FEVG préservées, et vous avez une analyse de base de la fonction droite. Vous avez les différents paramètres qu'on veut voir dans un protocole d'échocardiographie, vous avez les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'avec l'écho, vous avez un premier test de dépistage. Le diagnostic différentiel entre les formes gauche et l'HTAP est assez simple à faire. La relation et l'importance des pressions de remplissage, vous pouvez l'estimer. Et la fonction droite, avec le TAPS, l'onde S, la surface de l'oreillette droite et la présence ou l'absence d'un épanchement péricardique, c'est très facile à faire. Évidemment, le désavantage de ces techniques, c'est qu'elles sont probablement limitées quand il faut aller plus loin. Et si nous voulons aller plus loin, il y a une évaluation plus précise que nous pourrons faire, et on peut faire de l'échocardiographie avancée. Dans le diagnostic différentiel, on peut ajouter le strain de l'oreillette gauche. C'est devenu, pour les cardiologues qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, un test qui est de plus en plus utilisé avec l'élaboration de ce concept pathophysiologique de défaillance auriculaire gauche comme faisant le lit de l'hypertension pulmonaire dans les maladies cardiaques gauches. Pour la fonction droite, la fonction, plutôt l'imagerie de déformation, le strain du ventricule droit et l'analyse tridimensionnelle, c'est probablement ces deux techniques qui, une fois qu'on arrivera un peu plus dans la validation, seront des techniques qui seront utilisées, elles le sont déjà, mais elles seront utilisées en routine dans l'évaluation de nos patients. Et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est peut-être pour susciter de l'intérêt pour une autre réunion. L'écho de stress et l'écho à l'effort présente un gros intérêt qui est l'évaluation de la réponse non seulement du système du ventricule gauche, mais aussi des vaisseaux pulmonaires au cours d'un effort physique dynamique, avec un double avantage de faire un diagnostic différentiel d'une dysfonction diastolique ou d'une régurgitation mitrale, mais aussi d'augmenter la suspicion que le malade que vous mettez sur la table d'effort pourrait avoir une maladie vasculaire pulmonaire, mais ceci devrait faire l'objet d'un peu plus de temps pour pouvoir débattre de ce point. Et je vais maintenant m'arrêter là et repasser la parole à Saïd pour la suite des présentations et principalement la présentation de Fred. Merci, professeur Vacchieri, pour cette excellente présentation, très didactique et très illustrée. Et
je voudrais inciter les gens qui participent à ce webinaire à poser le maximum de questions, puisqu'on a deux grands experts parmi nous qui font la lumière sur ce sujet très intéressant. Je remercie aussi l'AMCAR de m'avoir invité et professeur Saïd Cheraibi pour modérer cette table ronde très intéressante et qui va sûrement susciter un grand débat. Et je voudrais introduire notre deuxième orateur, le docteur Frédéric Lador, qui vient de l'hôpital universitaire de Genève et qui est président du groupe des maladies vasculaires pulmonaires, qui fait partie du board de la Société suisse d'hypertension artérielle pulmonaire, responsable de l'apnée du sommeil à l'hôpital universitaire de Genève et dont il est responsable de plusieurs publications de recherche dans les maladies vasculaires pulmonaires et revueur dans plusieurs revues, et notamment le Lancet Respiratory Medicine. Et il va nous présenter l'évaluation par cathétérisme de l'hypertension artérielle pulmonaire. Je vous remercie, Monsieur Frédéric, pour votre présentation. À vous la parole. Merci. Merci à vous, chers collègues, de m'avoir invité, et merci à l'AMCAR de m'offrir cette opportunité de voyager un peu de façon virtuelle, certes, mais me sentir un peu au Maroc ce soir, c'est très agréable. Sachez aussi que vous me faites un honneur particulier, et d'ailleurs, je vais garder précieusement cette affiche où je partage l'affiche avec Jean-Luc, comme dirait Nazareno Gallier. Je suis très honoré de pouvoir être invité et partager l'affiche avec lui. Alors évidemment, moi je suis un peu présomptueux puisque Jean-Luc avait commencé en disant qu'on pourrait parler que c'était une soirée bien sûr sur l'hémodynamique. Je n'exclus pas l'échocardiographie dans cette discussion, mais c'est vrai que j'ai choisi comme titre effectivement l'évaluation hémodynamique en me centrant sur l'hémodynamique par cathétérisme cardiaque, mais aussi parce que je savais que je m'adressais à un public averti et de cardiologues. Je vais essayer de vous donner quelques autres éléments qui sont au-delà de ce que l'on peut faire en cathétérisme cardiaque, j'allais dire de base. Jean-Luc l'a fait et j'ai aussi le plaisir de le faire, c'est de faire un petit rappel, cette fois-ci pas que de base, mais aussi un rappel historique. Et d'ailleurs, c'est un rappel historique qui justifie d'ailleurs que je m'excuse à l'avance, puisque ce que je vais vous dire là néglige complètement les travaux d'un très grand chercheur qui s'appelait Ibn al-Nafis, qui a été actif au XIIe siècle, qui était originaire d'Égypte et qui avait été le premier à décrire la circulation pulmonaire, mais ses travaux ont été méconnus. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on reconnaît la paternité de la description de la circulation pulmonaire à Michel Servet, qui était espagnol et qui a vécu avant de mourir à Genève, exécuté sur ordre de Calvin, donc par la ville de Genève, pour hérésie, et qui, dans son ouvrage, a été le premier à décrire la circulation pulmonaire. Il aura quand même fallu près de 80 ans pour que William Harvey décrive la circulation et nie finalement les thèses de Galien qui dataient du IIIe siècle, disant que la circulation était effectivement un circuit fermé qui aujourd'hui est une évidence pour nous tous, mais jusqu'au XVIIe siècle, on avait la certitude que le sang était sécrété par le foie, était exhalé sous forme d'humeur par la respiration et la transpiration. Et en fait, il aura fallu l'arrivée, comme pour l'HTAP, d'un messie italien, puisque Marcello Malpighi, à la toute fin du XVIIe siècle, grâce à un outil fantastique qui était le microscope, a pu mettre en évidence l'existence des capillaires et ainsi démontrer les thèses de Michel Servet et de William Harvey, disant que le sang pouvait traverser les organes via ces tout petits vaisseaux que sont les capillaires pulmonaires. Alors, quand on parle d'hypertension pulmonaire, effectivement, je suis heureux de prendre la suite et avec transition de l'exposé de Jean-Luc pour rappeler effectivement que la définition, elle est hémodynamique et donc elle est faite par le cathétérisme cardiaque. Donc,
quand on demande dans le milieu de l'hypertension pulmonaire quelle est l'importance du cathétérisme cardiaque, on sait aujourd'hui que pour le diagnostic, on n'a encore pas trouvé de meilleure option que d'aller mesurer directement dans le tronc de l'artère pulmonaire. Alors, comme vous le savez, hein, il y a des cathétériseurs dans l'auditoire. On utilise un abord jugulaire, antécubital ou fémoral. Ici à Genève, on est maintenant convaincu que plus de 90% de nos patients sont cathétérisés via antécubital pour des raisons pratiques et de confort du patient aussi pendant l'examen. Il ne faut pas oublier que finalement le cathétérisme cardiaque est une discipline jeune, hein, puisqu'elle a été finalement découverte à la fin des années 20 par Werner Forssmann, qui a d'ailleurs fait une radiographie de son propre thorax après insertion d'une sonde vésicale, et qui pour ça d'ailleurs a été viré de son hôpital, hein, comme quoi on a parfois raison trop tôt. Bien sûr, le cathétérisme a ensuite été développé, et puis c'est par ce développement que Werner Forssmann, avec Dickinson Richards et André Cournant, ont reçu en 1956 le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour la découverte et le développement du cathétérisme cardiaque droit. Donc, effectivement, la définition, elle a été déjà discutée avec Jean-Luc précédemment. C'est une hypertension pulmonaire quand la pression pulmonaire moyenne est supérieure ou égale à 25 mm de mercure dans l'AP. Ce sont les définitions actuelles, hein, toujours valides dans les guidelines publiés en 2015. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'on sait bien aujourd'hui, hein, que les pressions pulmonaires normales, hein, du sujet sain sont autour de 14-15 mm de mercure avec plus ou moins 3 de déviation standard. Vous voyez aussi sur ces données qu'entre la PAP diastolique et la pression de wedge, qui est un reflet indirect, comme vous savez, de la pression de l'oreillette gauche, il y a un gradient qui est très faible de l'ordre de 1 mm de mercure, que le débit cardiaque moyen d'un sujet sain est autour de 7 litres et donc que les résistances vasculaires pulmonaires sont autour de l'unité Wood. Je ne passe pas de temps sur cette définition de l'hypertension pulmonaire qui a été bien sûr présentée par Jean-Luc juste avant et qui confirme que effectivement la complexité arrive quand il y a une composante post-capillaire, qui est le cas, j'allais dire malheureusement, mais de fait, chez la vaste majorité des patients qui rentrent en salle de cathétérisme cardiaque. Alors une question s'est posée et a été longuement débattue en 2018 au congrès, au symposium mondial de l'hypertension pulmonaire. Et le débat était vif et puis il était effectivement question de ramener la définition de l'hypertension pulmonaire avec des valeurs de PAP moyenne au-dessus de 20 mm de mercure. Alors ça a été l'objet de discussions qui se sont relayées aussi dans les journaux très lus, hein, puisque vous avez des grands auteurs de l'hypertension pulmonaire qui se sont un tout petit peu écharpés par voie d'éditoriaux interposés sur oui, il faut bien sûr corriger cette erreur de longue date que l'hypertension pulmonaire existe au-dessus de 20, et puis d'autres qui proposent que ça ne vaut pas la peine de réécrire les textbooks pour 4 mm de mercure. J'avoue que je n'ai pas la prétention de résoudre le débat et j'attends avec impatience les guidelines qui devraient, j'espère, sortir bientôt. Mais quand même, rappeler que, étant pneumologue, on utilise ce qu'on appelle les Z-scores, donc les déviations standards, pour déterminer la normalité, notamment s'il y a ou pas un trouble ventilatoire obstructif en spirométrie. Et on sait qu'avec moins 1,64 déviations standards, on capte 90% d'une population. Et donc, on suppose que si vous avez un curseur qui correspond au résultat d'un sujet, si ce curseur est ici, le sujet n'a pas de trouble ventilatoire obstructif. S'il est ici, il y a une obstruction, donc le résultat est anormal. Alors, je vous propose de faire le même travail en réfléchissant avec la pression pulmonaire moyenne. J'ai même offert plus de latitude puisque j'ai élargi à 3 déviations standards, quasiment, hein, la possibilité, et en disant qu'on va capter avec moins 1,96, donc moins 2 déviations standards, plus ou moins 2, on va capter 95% d'une population normale. Et si vous avez 25 de PAP moyenne, vous êtes ici. Donc, vous avez déjà des valeurs de pression qui sont très, très anormales. Je dirais même que si vous avez 21, vous êtes encore ici. Donc, probablement qu'il y a une vraie justification à discuter des valeurs de pression. Mais quand on fait de l'hémodynamique,
un de mes maîtres dans le domaine de l'hypertension pulmonaire et chez qui je me suis formé en partie a dit « We don't care about pressure ». Et en fait, bien sûr, parce qu'on a aussi les résistances. Et comme vous l'avez vu, les résistances vasculaires pulmonaires sont déterminées à partir de la pression pulmonaire, de la pression de Wedge, mais aussi du débit cardiaque. Et si on fait le même exercice pour 3 unités Wood de résistance, eh bien le curseur sort de l'écran. Donc on a une forme de garde-fou en disant que oui, la PAP moyenne à 21 mm de mercure est anormale, mais l'hypertension pulmonaire est précapillaire si les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 3 unités Wood. Et pour essayer de vous convaincre de ce bien fondé, je vais vous donner un exemple. Vous considérez un sujet qui a 21 mm de mercure de PAP moyenne, et puis il a une pression de Wedge qui est strictement normale et qui oscille entre 8 et 12 mm de mercure. Dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura un gradient transpulmonaire qui va de 9 à 13 mm de mercure. Alors si on utilise une expression schématique en mettant le gradient transpulmonaire en ordonnée, en mettant le débit cardiaque en abscisse, et qu'on a un débit cardiaque normal, eh bien vous voyez bien que si on considère cette ligne pointillée qui est de 3 unités Wood de résistance, eh bien que l'on ait 9 ou 13 de gradient transpulmonaire, on reste avec une hémodynamique qui est considérée comme normale puisque les points rouges sont en dessous de la ligne pointillée. Ce qui signifie aussi que pour rentrer dans la définition proposée hémodynamique d'une hypertension pulmonaire précapillaire, il faut que le débit cardiaque soit effondré. Le sujet qui a un gradient transpulmonaire avec 13 mm de mercure doit avoir un débit cardiaque inférieur à 5 litres et probablement inférieur à 3 litres si le gradient transpulmonaire est de 9 mm de mercure. Donc vous avez un garde-fou, je dirais, dans la définition qui est intéressant puisque pour avoir 3 unités Wood de résistance en n'ayant que 21 mm de mercure de pression, il faut quand même avoir un débit cardiaque extrêmement bas. Alors, bien sûr, dans l'évaluation hémodynamique par cathétérisme, il y a un intérêt supplémentaire aux simples valeurs de repos, c'est qu'on peut se poser la question de l'intérêt des valeurs de pronostic à l'effort. Et je vais dire quelques mots parce que c'est un des sujets que j'affectionne sur l'évaluation hémodynamique à l'effort. On a montré ça dans le RJ en 2016, que si vous prenez une série de patients, vous avez près de 300 patients qui ont des hémodynamiques dites normales, réputées normales, mais qui ont une pression pulmonaire moyenne entre 21 et 24. Ce sont les 4 colonnes jaunes ici. Si à ces sujets-là, vous leur faites une mesure hémodynamique à l'effort, eh bien, chez 85% de ceux qui ont entre 21 et 24, ils se retrouvent ici, vous allez avoir une hémodynamique anormale à l'effort, qui va donc découvrir soit une maladie de type hypertension pulmonaire post-capillaire, dans le cas d'une cardiopathie gauche, par exemple, ou des traits en faveur d'une hypertension pulmonaire précapillaire ou une tendance à cette maladie, typiquement dans les maladies thromboemboliques chroniques du poumon, sans hypertension pulmonaire de repos. Donc, on remarque que l'évaluation hémodynamique par cathétérisme a une importance capitale parce qu'elle permet de détecter avec beaucoup de finesse certaines situations pathologiques. Bien sûr, pour être précis, on a besoin d'un débit cardiaque précis. Et là, c'est un autre sujet pour moi qui fait débat depuis quelques années. Et depuis que j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à m'intéresser à l'hémodynamique invasive, c'est que le gold standard pour déterminer le débit cardiaque, c'est le principe de Fick. Et puis, quand vous faites du débit cardiaque en salle de cathétérisme cardiaque, vous pouvez utiliser le principe de Fick. Sauf que la plupart des salles des cath labs utilisent un Fick indirect avec des mesures de VO2 qui ne sont pas faites, mais des mesures des estimations de VO2 par des tables anthropométriques. Et on sait que le gold standard est peu utilisé parce qu'il est fastidieux, c'est vrai. Alors, il y a aussi la thermodilution, bien sûr, qui est un grand progrès et qui nous permet d'avoir des mesures de débit cardiaque. Mais je vous montre quand même ce travail d'un jeune collègue avec qui je travaille qui a fait une revue de les différentes méthodes de mesure de débit cardiaque et comment elles ont été validées, notamment dans l'hypertension pulmonaire. Je ne rentre pas dans le détail de ce tableau qui est un petit peu fastidieux, mais chacune des cases rouges montre que l'item n'a pas été vérifié selon des standards aujourd'hui qui seraient requis pour déterminer l'interchangeabilité entre un gold standard, la méthode de Fick direct, et une autre méthode, par exemple la thermodilution ou le Fick indirect. Eh bien, toutes les méthodes de débit cardiaque, incluant la thermodilution qui est dans ce tableau et le Fick indirect, ont été validées avec
je dirais, une exigence extrêmement modeste, en fait. Donc, on est très ennuyé parce que la mesure de débit cardiaque, on vient de le discuter, est très importante et pourtant, c'est quand même un paramètre qui est difficile à mesurer et pour lequel l'acuité et la précision de nos outils sont sûrement perfectibles aujourd'hui. Donc, il faut savoir douter de notre cathétérisme et de regarder les courbes et d'être présent en salle de cath, ça reste effectivement quelque chose d'important. Je profite d'un cas clinique très simple. Vous avez ici une jeune femme de 36 ans qui a une hypertension pulmonaire qui est suspecte d'HTAP parce qu'elle a une suspicion de forme héritable avec une mutation BMPR2 et puis elle rentre en salle de cathétérisme cardiaque et puis vous avez effectivement ici une hypertension pulmonaire précapillaire sévère qui remplit toutes les définitions avec des résistances vasculaires pulmonaires à 9 unités Wood, donc c'est vraiment très élevé. Et puis, vous savez que, et c'est un autre élément d'importance de l'évaluation par cathétérisme cardiaque, c'est qu'on peut faire un test de vasoréactivité. Dans mon centre, comme dans le centre où je me suis formé, on utilise le NO, on peut utiliser d'autres molécules comme l'époprosténol. L'avantage du NO, c'est que ça coûte pas cher et que c'est très très vite assimilé par quelques respirations. Donc en quelques minutes, vous avez la réponse à la question de la vasoréactivité dont vous vous souvenez qu'elle peut être déterminée avec des critères qu'on va reprendre ensemble juste avant. Au test de vasoréactivité, cette jeune patiente va avoir une pression pulmonaire qui descend à 38 mm de mercure. Pourtant, comme vous le voyez, ces résistances vasculaires pulmonaires ne descendent pas de façon significative. Vous voyez qu'on passe de 9 à 8,6 unités Wood. Donc, de toute évidence, le tableau hémodynamique est inchangé chez cette patiente, puisque pour définir la vasoréactivité, vous devez réduire votre pression pulmonaire moyenne de plus que 10 mm de mercure pour qu'elle s'établisse en dessous de 40, ce qui était probablement le cas de cette patiente, mais par contre, il faut que le débit cardiaque soit inchangé ou il augmente. Ce qui n'était pas le cas de cette patiente, donc elle n'était pas candidate aux anticalciques comme traitement de son hypertension pulmonaire. Autre élément qui renforce la nécessité d'une exploration hémodynamique complète, combinée écho et cathétérisme cardiaque, c'est le vieillissement de la population hypertension pulmonaire. Vous avez ici un travail qui a été fait par Grégory Béra en 2016 de revue des différents registres internationaux qui sont prestigieux et qui rapportent les cas d'hypertension pulmonaire et particulièrement d'HTAP. Et vous voyez que d'ailleurs le registre suisse est un des derniers publiés, mais montre quand même que l'âge moyen des patients à l'inclusion, si on part de la cohorte NIH historique de 1987, l'âge moyen des patients ne cesse d'augmenter. Alors peut-être que la maladie change, mais peut-être aussi qu'on pense plus, et donc on est probablement en partie responsable, ou plutôt des grands maîtres Jedi comme Jean-Luc et consorts ont participé à faire porter le message de l'hypertension pulmonaire et on diagnostique peut-être plus facilement l'hypertension pulmonaire. Pourtant, il y a beaucoup de pièges qu'on peut éviter. Je vais vous montrer un exemple aussi banal qui ne rentrerait pas dans la nouvelle définition de l'hypertension pulmonaire. C'est un patient de 65 ans qui est en léger surpoids et qui présente une échocardiographie qui suggère la probabilité d'une hypertension pulmonaire. Et en salle de cathé, eh bien, on obtient ce résultat avec une PAP moyenne à 25, donc qui rentre dans la définition de l'hypertension pulmonaire, avec une wedge à 11 mm de mercure. Par contre, comme vous le voyez, et c'est l'apport de la résistance vasculaire pulmonaire à 3 unités Wood, c'est que déjà ici, vous pourriez douter de l'hypertension pulmonaire précapillaire parce qu'on a une résistance vasculaire pulmonaire calculée à 2,5 unités Wood. Alors, qu'est-ce que l'on fait chez ce patient qui présente des courbes de KT qui sont, j'ose dire, assez propres, même si vous êtes cardiologue, donc je ne vous fais pas la peine de voir qu'il y a un trouble du rythme auriculaire chez ce patient qui est en flotteur ici, avec une pression de wedge qui est tout à fait acceptable. Si on fait un challenge volémique, donc on va instiller en intraveineux 500 ml de NaCl 0,9% à ce patient et qu'on refait des mesures, eh bien on voit apparaître une volumineuse onde V qui change un tout petit peu la donne, parce que si on regarde maintenant son hémodynamique après remplissage, on voit que ce patient, certes, a toujours une hypertension pulmonaire, mais maintenant qu'il a une pression de wedge qui est en moyenne à 25 mm de mercure. Donc on a découvert, démasqué chez ce patient qui a des résistances vasculaires pulmonaires normales, une cardiopathie gauche qui est à l'origine de son hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est un apport aussi du cathétérisme cardiaque chez ces patients. Ça, c'est un travail que nous avions fait en 2013 avec Yochai Adir
qui travaille en Israël et qui avait compilé et matché des patients avec HTAP versus des patients avec une hypertension pulmonaire sévère dans un contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et vous voyez que ces patients, effectivement, sont des patients plutôt âgés, hein, qui ressemblent un tout petit peu à l'âge moyen de nos cohortes aujourd'hui de grands registres internationaux de l'HTAP. Ils ont des hypertensions pulmonaires sans aucun doute qui sont sévères et bien sûr qui sont pour les HTAP précapillaires, bien sûr, avec des wedges plus élevés pour les patients qui ont des combines pré- et post-capillary. Mais si vous regardez maintenant le gradient transpulmonaire, il est effectivement très élevé chez ces deux cohortes. Par contre, le gradient diastolo-pulmonaire, donc la différence entre la PAP diastolique et l'oreillette gauche, dont vous vous souvenez, hein, au tout début de ma présentation, qui était de l'ordre de 1 mm de mercure, ici, chez certains de ces patients, est probablement du même ordre. Donc, probablement que même ces patients qui ont 50 de moyenne peuvent avoir, pour certains d'entre eux, une composante post-capillaire pure. J'en veux pour preuve que si vous mettez deux patients, un avec un HTAP, l'autre avec une cardiopathie gauche en salle de cath, eh bien, ils peuvent les deux se retrouver avec des résistances au repos sur une ligne qui est à 4,5 unités Wood. Donc, on dit oui, il y a des résistances pulmonaires élevées. Mais si vous leur faites faire un ICPET, donc un invasive CPET, donc vous mesurez l'hémodynamique à l'effort avec tout simplement un cycloergomètre installé sur la table de cathétérisme cardiaque en faisant des paliers progressifs pour acquérir différents points à l'état stationnaire hémodynamique, eh bien, vous observez que le comportement de ces deux patients est très différent. Et donc, le cathétérisme cardiaque droit, non seulement au repos, mais en plus à l'effort, permet de différencier plus facilement ces patients. On sait bien hein, qu'il est possible d'avoir des pressions pulmonaires à l'effort supérieures à 30 mm de mercure. Pour autant, à l'effort, vous ne devrez pas avoir de résistance pulmonaire qui dépasse les 3 unités Wood. Et on le voit très bien dans ce très joli travail de Gabor Kovacs, publié en 2012, que des sujets sains, ici il ne s'agit que de sujets sains, que la réponse hémodynamique donc peut être plus que 30 mm de mercure, mais ce sont quasiment toujours des patients qui sont capables de développer des débits cardiaques très élevés, donc des résistances qui restent en deçà de 3 unités Wood. De même, et ça on l'avait montré avec Philippe Hervé en 2015, que vous avez ici une cohorte de patients, les blancs et jaunes sont des patients dits sujets sains et les rouges et noirs sont des patients chez qui on va démontrer la présence d'une anomalie, qu'elle soit d'une cardiopathie gauche ou d'une maladie vasculaire pulmonaire. Et on voit qu'à l'effort, ces sujets qui ont tous des hémodynamiques de repos normales vont se comporter très différemment et d'ailleurs tous les patients ou presque rouges et noirs se retrouvent dans le quartier ici qui est plus que 30 mm de mercure à l'effort et plus que 3 unités Wood à l'effort. Donc, il y a vraiment une capacité de différencier ces patients. Et depuis, le RJ a publié des propositions, un statement de l'ERS qui dit que quand vous êtes dans la zone bleue à l'effort, vous êtes globalement un patient qui a une réponse hémodynamique normale, en particulier dans la zone A, si vous avez moins que 3 unités Wood et moins que 30 mm de mercure de PAP moyenne à l'effort. Donc, il y a vraiment un apport de l'hémodynamique à l'effort. Je vais vous donner un exemple de pratique courante d'une de nos patientes qui est ici évaluée en scanner thoracique avec acquisition en double énergie. Donc, vous avez une cartographie iodée qui montre la perfusion du parenchyme pulmonaire qui est très pauvre ici dans ce lobe inférieur gauche. D'ailleurs, si on regarde son angiographie, on voit qu'une absence totale de perfusion du lobe inférieur gauche et puis des défects perfusionnels qui sont assez classiquement vus dans les patients avec hypertension pulmonaire post-embolique. Pourtant, cette patiente a une hémodynamique de repos normale. Hein. Vous avez ici la fameuse pente à 3 unités Wood et puis elle se place ici avec une PAP moyenne à 11 mm de mercure au repos. Par contre, dès qu'on va faire une hémodynamique à l'effort, cette patiente se place dans le fameux quartier interdit, si j'ose dire, qui est le quartier de réponse anormale à l'effort. Chez cette patiente qui donc n'a pas d'hypertension pulmonaire de repos, on a proposé un traitement par angioplastie des artères pulmonaires. Vous avez ici un exemple d'une de ces images. On voit ici très bien la thrombose dans l'artère pulmonaire inférieure, lobaire inférieur gauche, qui après angioplastie percutanée va permettre une restauration du flux et une restauration de la perfusion de son parenchyme. On fait aussi un traitement du poumon droit que je ne vous montre pas ici, mais l'hémodynamique de repos reste inchangée après traitement. Par contre, cette patiente a retrouvé une diminution de ses symptômes qui était l'essoufflement à l'effort et une hémodynamique qui est quasiment normalisée, voire normalisée. Ici, c'est des points bleus. On est 6 mois après la dernière séance d'angioplastie chez cette patiente. Donc, on voit très bien qu'avec l'hémodynamique d'effort, on peut découvrir plus facilement
le spectre hémodynamique des patients. Et d'ailleurs, ça a aussi été fait par d'autres que nous en 2018, cette publication qui montre le rôle de l'endartérectomie, qui reste le traitement curateur dans la CITEF. Et on voit les patients rouges avant chirurgie et verts à post-chirurgie qui récupèrent une bonne partie de leur hémodynamique à l'effort en rappelant que les points noirs représentent les patients dits sujets sains. Donc, on n'a pas complètement normalisé l'hémodynamique, mais on a largement amélioré cette hémodynamique alors qu'on aurait pu croire que l'amélioration était ténue pour des patients qui avaient des hémodynamiques limite normales au repos. L'intérêt, ce n'est pas que de traiter les chiffres. On voit très bien que, d'ailleurs, dans cette étude-là, les patients présentent aussi une amélioration significative de leur essoufflement, ce qui reste bien sûr notre objectif principal ou un de nos objectifs principaux quand on s'occupe de patients avec hypertension pulmonaire. Un des derniers points que j'aimerais aborder avec vous, c'est le rôle aussi pronostic potentiel du cathétérisme cardiaque droit à l'effort. Et j'aime beaucoup cette publication d'Ari Shawat qui a été éditée dans l'ERJ en 2014, qui montre que discriminer des patients qui ont une HTAP sévère, puisqu'ils ont des classes fonctionnelles pour la plupart en classe fonctionnelle 3 ou 4, avec des index cardiaques abaissés, et c'est certes seulement 43 patients, mais j'allais dire c'est déjà 43 patients. Et définir la mortalité de ces patients par rapport à leur index cardiaque de repos est quasiment pas possible entre avoir plus que 1,9 ou moins que 1,9 d'index cardiaque. Par contre, ceux qui ne sont pas capables d'élever leur index cardiaque au-dessus de 2,4 à l'effort, on voit ici qu'ils ont une surmortalité et un pronostic extrêmement défavorable. Donc là aussi, il y a un facteur pronostic potentiel qu'on peut expliquer d'ailleurs, parce que si vous comparez des sujets sains et regardez le comportement de leur fréquence cardiaque en haut et de leur volume d'éjection, on voit que dans les deux cas, à l'effort, le 0 étant le début de l'effort, il y a une augmentation de ces deux paramètres à l'effort comme on l'attend et que la physiologie nous le dit. Chez les patients avec des hypertensions pulmonaires précapillaires sévères, certes, il y a une tachycardisation qui existe, mais le débit cardiaque dépend essentiellement de la fréquence cardiaque. Et on voit très bien ici que le volume d'éjection n'augmente pas à l'effort chez ces patients. Notamment, on l'a bien compris, Jean-Luc vous a montré des images d'échocardiographie, je vous montre ici des images d'IRM. On voit chez le sujet sain et le sujet avec HTAP qu'il y a ici un bombement du septum interventriculaire qui comprime le ventricule gauche et qui, bien sûr, empêche l'augmentation du volume télédiastolique du ventricule gauche. Pour aller plus loin dans l'évaluation hémodynamique que le cathétérisme cardiaque, je dirais, et d'ailleurs j'étais très intéressé par les images écho que Jean-Luc a montrées, notamment avec le notching sur le flux pulmonaire, parce qu'on voit ici chez des patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire, si on est capable de reconstruire aujourd'hui en IRM, en flux 4D, le flux dans l'artère pulmonaire au cours du cycle cardiaque, on a l'impression vraiment qu'il y a un flux laminaire au cours de la systole. Si vous avez des patients avec des dilatations de l'artère pulmonaire et des pressions pulmonaires très élevées, ici des résistances à quasiment 9 unity Wood, on voit apparaître en IRM des vortex, des turbulences dans le tronc de la paix qui peuvent bien sûr participer à la diminution de la capacité résistive du lit vasculaire pulmonaire et augmenter donc sa résistance aussi par ces turbulences qui sont moins efficientes sur le plan hémodynamique. D'ailleurs, on a une corrélation ici qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est quand même intéressante entre la quantité de vortex et la valeur de PAP moyenne. Et on a une corrélation qui est probablement pas linéaire, peut-être même qu'elle est exponentielle, mais en tout cas, il y a une relation entre la quantité de vortex et la pression pulmonaire que l'on remarque chez ces patients-là. N'empêche que, est-ce qu'on change de paradigme? Je ne sais pas, mais il n'y a rien eu pendant des siècles, et puis ensuite il y a eu le cathétérisme cardiaque qui nous a apporté beaucoup de choses en complément de l'échocardiographie. Et puis avec les années, on a développé les méthodes invasives, comme vous avez vu, et puis aussi des méthodes non invasives dont font partie l'échocardiographie avec des raffinements extrêmement importants. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, on pourrait peut-être, avec les IRM et avec les nouveaux produits utilisables, se passer complètement des mesures invasives. Mais j'aimerais quand même rappeler ici qu'à l'instar de ce disque, eh bien, parfois, les vieilles recettes ne sont pas forcément les plus mauvaises. D'ailleurs, si on parle de disques vinyles, je ne sais pas si vous en faites partie, mais regardez l'évolution des ventes de vinyles depuis 2006 aux États-Unis, où on a vraiment aussi une progression exponentielle de ces ventes de vinyles. Tout ça pour dire que quand c'est bien, il ne faut pas l'oublier parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la bonne soupe. En conclusion, je vous dirais que le cathé droit, c'est simple, c'est sûr.
Et c'est aujourd'hui le meilleur outil pour établir l'hémodynamique des patients avec l'échocardiographie comme dépistage pour le diagnostic de l'HTAP. Et bien sûr que l'évaluation doit être faite dans des centres experts. Et l'avantage du challenge liquidien et de l'exercice permet de mieux comprendre le comportement du lit vasculaire pulmonaire et peut-être même de définir des facteurs prédicteurs et d'anomalies chez des patients qui ont des hémodynamiques de repos normales. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, docteur Lador, pour cet exposé tout à fait clair, vraiment dans le sujet, très très pointu. Merci beaucoup. On a appris énormément de choses. Et voilà, donc on va essayer de passer à la session questions-réponses. Donc on a des questions aux deux orateurs. Et moi, je m'occuperai un petit peu des questions concernant l'écho et mon ami Samer, il va s'occuper des questions KT. Alors, pour commencer, Frédéric, tu évaluerais à combien le pourcentage des patients, pardon, pas Frédéric, Jean-Luc, tu évaluerais à combien le pourcentage de patients qui n'ont pas d'IP ni d'IT à l'écho? Ah, c'est une très très bonne question. On a vu ce pourcentage évoluer beaucoup au cours du temps. Au début, on parlait de 60% avec un GDT, 40% sans GDT mesurable. Je pense que cette valeur est probablement en train de monter vers le haut. On a probablement moins de 20% de patients chez lesquels le GDT n'est pas évaluable au repos. Et les moyens simples de récupérer un petit peu plus de GDT, c'est d'augmenter simplement le remplissage. Alors, c'est paradoxal parce que je parlais de l'effet du remplissage sur les variables. En même temps, je dis qu'il faut augmenter le remplissage. Mais on a vu, même chez des sujets sains, quand on faisait des manips chez les sujets sains, quand on n'avait pas de GDT, on demandait aux gens de boire un demi-litre d'eau. Alors, pour les malades, c'est un peu plus compliqué, mais chez les sujets sains, un demi-litre d'eau, on voit apparaître le GDT. Il y a maintenant aussi toutes les technologies de contraste qui permettent d'augmenter la probabilité de récupérer un GDT. Mais je dirais 80-90% des malades, on devrait pouvoir avoir un GDT mesurable. Et si le GDT n'est pas mesurable, dans 100% des cas, on a un flux pulmonaire. Et l'utilisation du flux pulmonaire est probablement un moyen d'éviter ou de passer l'écueil du GDT non mesurable. Le GDP, c'est plus compliqué, principalement chez les adultes, parce qu'il n'est pas toujours présent. Et on a probablement moins de 50% des malades chez lesquels on a un GDP qui peut être mesurable, même chez des patients qui ont des hypertensions pulmonaires avancées. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Nos collègues pédiatres ont l'habitude de mesurer le GDP chez l'enfant. C'est beaucoup plus fréquent que chez l'adulte. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les circonstances dans lesquelles les pressions pulmonaires peuvent être augmentées de façon physiologique? C'est-à-dire, nous, on fait des échographies tout le temps. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai une patiente, je fais une évaluation à travers l'IT et je tombe sur des pressions qui sont à 39 plus 5 mm de mercure, ça lui fait 44 mm de mercure. Quelles sont les circonstances dans lesquelles les pressions sont élevées de façon physiologique et quand est-ce qu'on va pousser vraiment vers le KT avec des chiffres qui sont limites, avec des chiffres un peu limites? Quand est-ce qu'il faut se dire, il faut absolument que je fasse un KT? Ouais. Oui, merci Saïd. C'est deux questions importantes. Alors, les modifications physiologiques, finalement, si ta patiente est plus âgée, si elle a plus de 70 ans, tu vas t'attendre à avoir un GDT qui sera à peu près aux valeurs que tu vas mesurer. Si cette patiente dont tu parles a 40 ans, on est probablement dans la zone grise dont parlait Frédéric. On est probablement dans les valeurs un petit peu plus élevées. Donc l'âge, c'est un élément. L'indice de masse corporelle, c'est un élément. Plus l'indice de masse corporelle est élevé, plus le GDT va être important. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est un problème qui est un vrai problème de diagnostic différentiel, puisque ces patients sont de grands obèses. Quand on arrive à leur mesurer un GDT, il n'est jamais normal. Et ça peut amener en salle de KT, si on ne fait pas les choses de manière réfléchie, des patients « bonsoir ».
des patients qui n'ont pas, des patients qui n'ont, j'adore, c'est parfait. Tu vois, c'est pour ça que j'adore les réunions Zoom. je suis déconcentré. Désolé, désolé. Non, surtout pas. Mais donc, c'est très bien, il est masqué en plus. Bref, l'indice de masse corporelle, c'est un autre élément. Alors, tu as tous les autres facteurs confondants, la tachycardie, l'anémie, les situations de haut débit qui vont t'augmenter le GDT de manière physiologique. Les patients qui ont des cirrhoses, des hypertensions portales, on va retrouver physiologiquement des PAP qui seront plus élevés que la normale. Alors, pour aller vers le KT, je dirais qu'il faut toujours mettre notre examen écho dans le contexte clinique. Si tu as une patiente ou un patient qui a des facteurs de risque, qui a des antécédents d'embolie pulmonaire, qui a eu une splénectomie, qui a un trouble de coagulation, le niveau de déclenchement des hostilités va être plus bas. Et donc déjà, avec une PAP, une estimation de PAP entre 40 et 50 mm de mercure et un facteur de risque et des symptômes, probablement que ces caractéristiques-là et cette situation-là devraient entraîner une mise au point complémentaire. Je dirais qu'on va devoir, un peu comme le ferait Frédéric avec le KT ou comme nous le faisons avec le KT, on pense toujours aux bénéfices qu'on va pouvoir tirer pour le patient de la mise au point. Cette malade ou ce malade qui a une sclérose systémique, une PAP systolique à 45, un petit flash septal et de la dyspnée, je vais avoir envie d'avoir des épreuves respiratoires, un scanner, éventuellement même d'aller au KT parce que je sais que si je mets en évidence une HTAP, je vais pouvoir traiter et aider ce patient plus tôt. Alors, donc, une question, et puis je te passe la parole, Samir, pour les questions sur le KT. Alors, est-ce que tu es d'accord pour faire une écho systématiquement à tous les patients qui ont une sclérodermie, qui ont des pathologies qui ont trait à l'hypertension pulmonaire, la sclérodermie, le VIH, des pathologies comme ça? Alors oui, alors le VIH, c'est plus de l'HTAP est tellement faible, on est à 0,5%, c'est très compliqué de prendre tous les malades VIH. En revanche, le patient VIH qui a de l'apnée, il doit passer à l'écho, ça c'est sûr et certain. La sclérodermie, la situation est très différente. Là, il y a vraiment une indication à faire du dépistage précoce. Et donc, nous avons, à Genève et ailleurs, on a vraiment des programmes de dépistage structurés pour ces patients dans les catégories à haut risque. Et clairement, la sclérodermie, ce sont des malades qu'on doit pouvoir voir tous les ans. Ergospirométrie, ça je pense que c'est un test qu'on utilise aussi, l'écho de base, l'électrocardiogramme et les épreuves respiratoires, ça te permet déjà de déterminer quels sont les malades qui ont à plus haut risque d'avoir de l'hypertension pulmonaire ou d'en développer plus tard. Une DLCO qui chute, une capacité de diffusion qui chute, c'est mauvais signe. Un jet d'insuffisance tricuspide qui augmente avec le temps, l'apparition de signes droits, l'électrocardiogramme, tout ça sont des éléments pour lesquels il faut être vigilant. Et oui, bien sûr, les sclérodermiques, sûrement, je pense qu'il faut les échographier tous les ans. Tous les ans, d'accord. Merci beaucoup. À toi, Samir. Alors, je voulais poser comme question, c'est surtout pour le KT. En fait, dans le suivi de l'hypertension pulmonaire, tension artérielle pulmonaire, après un premier KT pour le diagnostic et fixer le traitement à réaliser, le suivi, comment il se fait sur le plan échographique? Est-ce que c'est à un certain moment, quand il y a une aggravation, que l'on demandera un nouveau KT, ou est-ce que quel est un petit peu le suivi de ces personnes qui sont porteurs d'une HTAP, disons idiopathique ou de type 1, disons? Merci pour cette question. Je la trouve très intéressante pour plein de raisons. Et je vais essayer d'être court sur ma réponse. Peut-être, je profite de l'occasion aussi pour rendre hommage au Centre français de référence pour l'hypertension pulmonaire, parce que je suis un produit un peu de leur école. Et vous savez peut-être que le groupe de Marc Imbert, avant de Gérald Simoneau, quand on va à Bicêtre, on vous serre la main droite et puis on vous met le KT de la main gauche. Hein. Donc, voilà.
Ceci étant dit, j'ai un peu gardé cette culture-là. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de traitement de l'hypertension pulmonaire, pas de traitement spécifique de l'HTAP ou de la CITEF sans cathétérisme. Premier point. Je pense qu'il est important, quand on fait un changement de traitement ou qu'on introduit un traitement, de répéter l'hémodynamique comme le recommandent aujourd'hui les guidelines encore en vigueur. Et nous, on le fait régulièrement. Donc, on n'adapte pas de traitement sans refaire de vérification hémodynamique. Après, et c'est aussi là le petit clin d'œil à l'équipe parisienne, parce que comme vous savez peut-être, Olivier Silbon a publié un papier qui est très intéressant, d'ailleurs, si j'ose dire, qui a fait des petits depuis, et qui montre qu'avec un suivi, avec des paramètres non invasifs, on arrive extrêmement bien à suivre les patients. Je dirais que c'est vrai et qu'aujourd'hui, on fait pratiquement plus de cathé annuel comme on ferait l'écho de dépistage annuel de la sclérodermie quand on a des patients avec HTAP. On se fie beaucoup aux paramètres non invasifs, aux biomarqueurs comme le NT-proBNP, mais on reste pauvre dans les paramètres. Donc, je pense que si vous avez un patient avec une HTAP, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, si j'ose dire, qu'il soit objectif ou qu'il soit subjectif, moi, je n'hésite pas à les ramener en salle de cathé pour comprendre. Ok. Et ça, c'est une autre question, mais plus spécifique des cathétériseurs. C'est surtout en ce qui concerne la méthode des mesures. Donc, vous utilisez, ce que j'ai compris, surtout la méthode de Fick. On utilise surtout la thermodilution, nous. La thermodilution, d'accord. En pratique courante. Ouais. Et est-ce que classiquement, vous faites des épreuves de remplissage? Est-ce que vous prenez des précautions en ce qui concerne les diurétiques? Et est-ce que classiquement, vous, comme l'ont montré les études, vous faites appel à des épreuves d'effort, c'est-à-dire que faire des efforts pour vraiment stadifier et voir est-ce que vraiment l'HTAP existe ou c'est uniquement, il y a une partie de base qui va faire, disons, qui va faire un peu les différences entre le patient sur HTAP et le patient non HTAP, et seulement dans les borderline où on utilise ces différents moyens. Alors, la question est complexe, si j'ose dire. Alors, déjà, remplissage, oui, je suis aussi. Alors, j'ai une petite faiblesse dans l'argumentaire, c'est que le niveau d'évidence et de standardisation des tests de remplissage est extrêmement bas. On a une littérature qui est plutôt pauvre sur le sujet. Néanmoins, chez tout patient suspect d'hypertension pulmonaire et particulièrement d'HTAP, et en particulier chez le patient qui a plus que 65 ans et encore plus quand il a plus de 70 ans, on va quasiment systématiquement s'assurer que au challenge, qu'il soit liquidien ou à l'effort, et souvent on combine les deux, il n'y ait pas du tout de composante post-capillaire qui soit mal évaluée initialement. Ça, c'est un premier point. Le cathé d'effort devient pour nous un examen de routine, je dirais. Particulièrement dans l'évaluation des maladies thromboliques chroniques du poumon. On a quand même beaucoup de patients qui ont des hémodynamiques de repos qui ne sont pas très importantes, pourtant qui développent une hypoxémie à l'effort, qui ont des dyspnées d'effort très importantes. Et ces patients-là ont des pentes de réponse hémodynamique qui sont très anormales. Et c'est des patients chez qui on a des options thérapeutiques à offrir. Donc oui, on l'utilise. Et puis, j'ai perdu le fil. Il y avait une dernière partie à votre question. En fait, est-ce que vous prenez des précautions chez les patients qui sont sous diurétique? Alors, oui, on en prend. Je l'ai même dit, suivant le sens de votre question, on a arrêté de laisser les patients à jeun avant d'aller en salle de cath, parce qu'on a des patients qui arrivent lyophilisés en salle de cathétérisme, et c'est inconfortable pour le patient, ça rend les mesures parfois difficiles, et puis des fois même avec un remplissage de 500, on n'arrive pas à remonter leur POD. Ce que l'on fait surtout prudemment, c'est qu'avant de faire une épreuve de remplissage, on s'assure que le patient n'est pas déjà en grande hypervolémie, parce que là, ce serait probablement une mauvaise idée. Mais donc, on prend ce genre de précaution-là.
d'une manière générale, c'était une question que posait Jean-Luc dans la discussion sur l'écho. Au caté, j'aime que le patient arrive en salle de cat, j'allais dire pas préparé, mais sur le plan volémique, qu'il ait quand même une volémie qui soit le plus contrôlée possible pour qu'on ait quand même des valeurs qui soient pas trop dépendantes de la POD. Donc, on essaie d'avoir des patients les plus euvolémiques possibles. Donc, on évite les patients trop secs et trop mouillés. Alors, une question pour Jean-Luc. Je voulais savoir sur le plan échographique, est-ce que un cardiologue de ville doit faire disons, une échographie de base avec certains index ou certains indices, et quand ça dépasse ces indices, est-ce qu'on passe la main à des centres d'expertise, et comment gérer ces patients? Merci Samir, c'est effectivement une question très importante. J'avais espéré qu'on puisse travailler dessus au symposium mondial, parce que je pense qu'il y a un relais qui doit être fait entre la cardiologie de ville et la cardiologie spécialisée. Les cardiologues de ville jouent un rôle extrêmement important, parce que c'est chez eux que les patients se rendent en première intention. Alors, je pense que oui, pour moi, c'est très simple. L'examen de base, l'examen échocardiographique de base, chez un patient qui a une dyspnée inexpliquée, on doit au moins avoir comme évaluation, je n'ai pas besoin d'avoir un strain ou un 3D. Ce qu'il me faut, c'est l'estimation de la PAP, l'analyse du flux pulmonaire avec une mesure du temps d'accélération, est-ce qu'il y a un notching ou pas, est-ce qu'il y a un épanchement péricardique ou pas, et est-ce qu'il y a une dilatation des cavités droites ou des signes d'hypertrophie. Ça me suffit. Dès qu'il y a des signes droits, le patient, là, il faut passer la main. Il faut passer la main, parce que dès qu'on commence à voir le VD se dilater, même hypertrophié, même un TAPS un peu diminué, même avec une PAPS aux alentours de 50, il faut passer la main, surtout s'il y a des facteurs de risque. Donc oui, je pense qu'il y a un rôle, et il y a deux niveaux. D'ailleurs, je pense que ceci est vrai pour le diagnostic différentiel de l'HTAP. Il y a un niveau qui est le niveau de la médecine de première ligne, la cardiologie de ville, la pneumologie de ville, avec un certain nombre de petites lumières oranges là, qui doivent s'allumer quand on a un certain nombre de facteurs. Dès qu'on a des signes droits, je pense qu'il faut passer la main à des centres qui ont un petit peu plus de volume et qui peuvent faire le caté, ou qui ont la possibilité de faire le caté dans le cadre de la mise au point. Vous êtes mute. Pardon. Jean-Luc, toujours dans le même ordre d'idée, il y a un confrère qui pose la question devant une dilatation des cavités droites avec unité isolée. À quoi tu penses? Oui. Si c'est isolé et que les cavités droites sont dilatées, la première chose que je vais m'assurer qu'on a de maladie d'Epstein ou une pathologie valvulaire tricuspidienne qui peut être isolée. La deuxième chose à laquelle je vais penser, c'est une dysplasie rythmogène du ventricule droit ou une atteinte primitive du ventricule droit. Et la troisième chose à laquelle je penserai, c'est une congénitale. Ça, c'est un peu la base. Évidemment, ça présuppose que la rigidité est isolée et qu'il n'y a pas d'augmentation exagérée de signes d'augmentation exagérée des pressions. L'autre, peut-être un autre élément, mais on le verrait plus avec une dilatation de l'oreillette droite que du ventricule, c'est la fibrillation auriculaire. Et la fibrillation auriculaire chronique, on peut avoir des situations où les cavités droites se dilatent. En général, ça va de pair avec une dilatation des cavités gauches. Mais voilà, ça, ce sont trois éléments auxquels je serai attentif. Notre ami, le professeur Fedwesh, que je salue au passage, pose la question sur l'estimation des résistances vasculaires pulmonaires en échographie. Quelle valeur tu lui accordes dans ta pratique de tous les jours? Alors, nous ne faisons pas ce calcul systématiquement, parce qu'il y a un risque d'accumulation d'erreurs sur… En fait, c'est essentiellement la mesure du débit cardiaque. Quand on fait des évaluations inter- et intra-observeurs de l'écho, nous on l'a fait chez des volontaires sains il y a longtemps. On était 3 échocardiographistes chevronnés avec l'habitude d'évaluer la circulation pulmonaire. Quand on fait de l'analyse inter-observeur sur la mesure, l'estimation de la pression,
avec des gens qui sont avec des échographistes très entraînés, on a moins de 5% de variabilité. Sur le débit cardiaque, on monte à 10%. Et là, on commence à… Alors, quand on augmente les deux, on risque de multiplier le risque d'erreur. En revanche, comme indication d'élévation de la résistance, ça peut être utile effectivement d'avoir un calcul non invasif de résistance. Ça a d'ailleurs été utilisé comme un moyen d'évaluation de certaines, dans une étude là, qui me vient à l'esprit, qui était le sildenafil dans les maladies cardiaques gauches, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il n'y a pas d'indication. Donc les auteurs avaient utilisé l'évaluation non invasive de PVR, ce qui je pense est pas correct quand on veut vraiment avoir à la fois de la précision et de l'exactitude. Mais si c'est à titre indicatif et si on veut renforcer l'impression que le malade a une élévation de PVR, je pense qu'on peut tout à fait le faire. Mais je ne l'utiliserai pas, par exemple, comme moyen d'évaluation d'une réponse au traitement ou pour baser une décision thérapeutique dans l'HTAP spécifiquement ou dans les hypertensions pulmonaires en général. Merci beaucoup. Alors, elle te pose une autre question. Qu'est-ce que tu penses du gradient moyen sur l'IT auquel il faut rajouter la POD pour approcher un petit peu l'évaluation de l'hypertension pulmonaire à l'écho? Oui, Gradient moyen. C'est une autre manière d'évaluer les choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que c'est probablement pas prêt pour le prime time, mais on peut faire des tas de choses avec l'écho et on peut même faire des boucles pression-volume avec l'écho de façon non invasive. Je pense que ça reste encore des données qui n'ont pas fait, ou plutôt des méthodes qui n'ont pas fait la preuve de leur supériorité par rapport aux méthodes, je dirais, plus classiques ou plus conventionnel. Mais de nouveau, quand l'outil est utilisé pour augmenter la suspicion, je pense que c'est utile de le faire. Et ça peut avoir de l'intérêt. Mais je pense que ça ne remplacera pas le G maximal. La valeur moyenne et le gradient moyen, c'est le lissage finalement de la pression. Quand on reproduit un jet d'IT et qu'on le tourne dans l'autre sens, on a une évaluation d'un gradient au fil du temps. Donc c'est le DPDT en fait, hein, c'est ce qu'on utilisait dans le temps comme le DPDT. Donc de nouveau, à titre indicatif, c'est utile, mais comme outil qui remplacerait ce qui a été validé, je pense qu'on n'en est pas encore prêt. Et elle te pose une troisième question. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une IT laminaire et que tu veux évaluer les pressions pulmonaires? Oui, ça c'est un des obstacles, je dirais, et une des limitations de l'utilisation du Doppler. C'est quand on a un flux laminaire, malheureusement, on n'a pas la possibilité de dégager la valeur maximale. Donc, ce que nous faisons d'habitude, c'est de nous tourner vers les autres méthodes, le flux pulmonaire, de regarder la fonction cardiaque droite. Ensuite, malheureusement, on n'arrivera pas à mesurer la pression. Alors, ça n'arrive jamais au KT. On arrive toujours à mesurer une pression au KT, mais on a d'autres éléments qui sont des éléments limitants. Alors, malheureusement, il n'y a pas moyen d'éviter cet écueil, si ce n'est d'avoir recours peut-être à des techniques un peu plus invasives. Je parlais du contraste, hein, l'administration de contraste pendant un test d'écho, ça peut être des produits qui nous sont vendus pour faire de l'imagerie de contour. Ça peut être un moyen de remplacer un flux laminaire par un flux qui serait, qui permettrait de faire une mesure. Je pense qu'il vaut mieux se tourner vers d'autres méthodes d'évaluation quand c'est le cas. Mais c'est un vrai problème. Je n'ai pas abordé dans le pourcentage chez lesquels le GDT n'est pas mesurable, mais on peut ajouter la présence d'un flux laminaire comme un écueil et un obstacle dans un labo écho, bien sûr. Il y a une question qui est posée, c'est qu'en fait, on pourrait poser aux deux orateurs, à partir de quelle valeur de PAP systolique il faut demander un cathé droit. Donc, on a entendu tout à l'heure Frédéric dire qu'on salue avec la main droite au main cathé gauche. Donc là, on va voir plus l'avis de M. Jean-Luc. Alors, ça veut dire chez nous, on se fait la bise, on donne une sonde d'écho d'une main et le cathé de l'autre. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Voilà. Non, je pense que la mesure de PAP systolique isolée a peu de valeur.
pour les questions que posait Saïd au début, tu as des situations physiologiques où tu auras forcément des mesures qui seront élevé alors qu'il n'y a pas vraiment de maladie. Je pense qu'il faut la valeur seuil de 50 mm de mercure. C'est vraiment le chiffre magique qui est souvent employé. 40 à 50 mm de mercure, on commence déjà à arriver dans une situation où le KT peut être utile. Mais je pense de nouveau qu'il faut mettre les valeurs de l'écho dans le contexte clinique. 40 ou 50 mm de mercure chez une dame de 80 ans obèse en fibrillation auriculaire, ça ne va pas beaucoup me... l'expression de l'ancien président Chirac qui me vient en tête, mais que je ne dirai pas en public, ça ne va pas beaucoup m'émouvoir, disons. En revanche, si cette même valeur est mesurée chez une jeune patiente avec sclérodermie, là, je vais avoir probablement un niveau de déclenchement des hostilités qui sera beaucoup plus bas et je vais avoir besoin d'un cathétérisme, peut-être demander un cathétérisme cardiaque. De nouveau, ce n'est pas la pression toute seule, hein, c'est la pression dans le contexte global de l'écho et dans le contexte clinique qui est importante. Une question pour Frédéric. Est-ce que vous opacifiez systématiquement l'arbre artériel pulmonaire lors d'une évaluation hémodynamique? Ou est-ce que c'est dangereux? Parce que nous, quand on faisait un petit peu nos études au début, on disait que l'opacification est dangereuse. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, je dirais deux choses. Vous me donnez l'occasion de parler un peu de l'angiographie ciné, hein, qui est en train d'ouvrir les portes du musée pour s'y installer. Ça reste. Alors, je dirais que d'une manière générale, chez le patient qui a suivi chez nous l'algorithme et pour lequel on a raisonnablement exclu la participation d'une atteinte thromboembolique, on ne va pas opacifier. D'ailleurs, on peut même faire du cathé droit sans scopie, si j'ose dire, hein. Donc, on ne va pas forcément opacifier les artères pulmonaires du tout. Par contre, c'est vrai que dans certaines situations, avec une évaluation à faire pour une hypertension pulmonaire post-embolique, une CITEF, oui, on va les faire. On peut faire de l'angiographie, mais je dis que ça rentre au musée parce qu'on a de plus en plus d'outils. Je vous ai montré, par exemple, le scanner double énergie. Aujourd'hui, quand on a nos boards réguliers où on discute les endartérectomies, nos chirurgiens ne réclament même plus les angiographies aujourd'hui, hein. Donc, on a une définition, une parenchymographie et une évaluation de perfusion qui sont devenues tellement fines avec les imageries qu'on arrive assez souvent à se passer de l'angiographie. Si on doit le faire, on le fait. Alors, il y a une question sur les centres de référence de cathétérisme pour hypertension artérielle pulmonaire au Maroc. Donc, je vais me permettre un petit peu de répondre. Je pense que tous les centres de cathétérisme au Maroc sont aptes à faire une évaluation d'hypertension artérielle pulmonaire. Maintenant, c'est vrai que déjà, le nombre de cas ne sont pas très, très fréquents. Et je pense que les centres qui font un petit peu le plus sont le centre de Rabat, le CHU du Rabat. Il y a aussi le centre du CHU de Casablanca qui en fait aussi. Et voilà. Et je pense aussi à Marrakech aussi, à Fès, à Oujda. Et voilà, je m'excuse si j'ai oublié, c'est juste par mes connaissances, pas plus. Mais je ne sais pas si tu peux compléter, Samir, la réponse à cette question. Oui, à Rabat, il y a plusieurs centres de cathétérisme cardiaque. Mais disons que des centres de référence, en fait, c'est des centres qui s'intéressent à l'HTAP. Donc, les centres qui s'intéressent à l'HTAP, il y a un centre dans le public, 2 centres dans le privé. Plusieurs centres peuvent faire du cathé pour l'HTAP, mais ne s'intéressent pas vraiment. Donc, je pense qu'à Rabat, il y en a 3. À Fès, je sais qu'il y a le CHU de Fès. À Casa, comme l'a dit notre ami Saïd, il y a le CHU. Puis je pense que, disons, dans chaque ville, il y a au moins un centre qui s'intéresse au cathé de l'HTAP. Une autre question qui a été posée, c'est à 2 reprises, c'est la place du sildenafil dans le traitement, posologie et durée.
Et donc, je ne sais pas qui c'est. Bon, il y a quelques questions qui sortent un petit peu du sujet Tout à d'aujourd'hui, fait, mais tout à fait. on va demander aux orateurs d'être indulgents et de répondre parce que, bon, pour faire plaisir un petit Ça peu fait à tout le plaisir, monde, exactement. Oui, bien sûr. voilà. Mais la dose, c'est 20 mg 3 fois par jour. On parle de l'HTAP, j'insiste. Hein, c'est vraiment là où le traitement a été le plus validé. 20 mg 3 fois par jour. Chez l'enfant, c'est 10 mg 3 fois par jour si l'enfant pèse moins de 20 kg. Ouais, C'est un traitement absolument. qui est beaucoup utilisé par nos cardiopédiatres. Alors évidemment, l'étude, la fameuse étude Super One, qui est l'étude séminale qui a permis de mettre le produit sur le marché, avait ceci de particulier que les patients étaient dans la phase ouverte avec 80 mg 3 fois par jour. J'ai encore 2-3 malades qui ont survécu à cette période-là, qui sont encore en vie aujourd'hui et qui sont à cette dose de 3 fois 80 mg. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable de monter nécessairement dans les tours, surtout qu'on a la possibilité d'utiliser maintenant des combinaisons thérapeutiques qui sont efficaces et qui sont probablement efficaces dès qu'on les met en place pour des patients nouvellement diagnostiqués. Je ne sais pas, Fred, si tu as une idée différente de l'utilisation de cette molécule. Non, non. En disant qu'elle a effectivement toute sa place et on la conserve comme un atout majeur dans la prise en charge de ces patients. Avec la petite nouveauté qui existe depuis quelques années maintenant, c'est qu'on était très habitué à faire des traitements séquentiels où on mettait une molécule, 2 molécules, puis 3 molécules. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir un diagnostic d'HTAP sans ressortir de la consultation avec 2 médicaments. Et je voudrais juste rajouter, puisque il y a cette question qui s'est posée, c'est qu'on a la chance au Maroc d'avoir, en dehors du sildenafil, on a le tadalafil, on a aussi le macitentan sous le nom de l'Opsumit, et on a aussi l'Aptravi. Donc, on a cette chance d'avoir l'AMM dans l'hypertension artérielle pulmonaire avec ces produits-là, et on peut associer une bithérapie. C'est vrai que c'est des molécules, le macitentan et l'Aptravi, c'est des molécules qui sont encore un petit peu chères, mais il faut savoir qu'au Maroc, on a ces molécules qui existent et on peut les donner dans des cas, comme a dit Frédéric tout à l'heure, on peut commencer par une bithérapie quand on a la possibilité de le faire, et aussi on peut même commencer par une trithérapie, parfois quand on est devant des cas d'hypertension artérielle pulmonaire, stade 3 ou 4 parfois. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les hôpitaux universitaires, pour les ramédistes, on a la possibilité d'avoir ces molécules, même si elles sont chères. Donc, les hôpitaux, ils ont quelques dotations et quelques boîtes par an, et donc ils peuvent parfois participer au traitement d'un certain nombre de patients qui sont démunis. Voilà, je voulais juste un petit peu glisser un petit peu cette information pour que les gens sachent qu'on n'est pas seulement en train de parler de l'évaluation, de l'étiologie, etc., mais qu'il y a aussi des possibilités thérapeutiques. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le bilan étiologique dans ta pratique de tous les jours, quand tu vois, quand tu suspectes, quand tu confirmes une HTAP, quel bilan étiologique minimal tu vas demander? Alors, si on est vraiment sur le plan de l'HTAP, on va demander systématiquement une biologie pour rechercher des facteurs inflammatoires, pour exclure une sérosystémique. On est parfois surpris d'avoir des patients qui ont des manifestations de rénaux ou qui ont des symptômes qui sont un peu cachés, qu'on retrouve avec des anticorps anticentromères. Même si c'est rare, ça fera partie de notre bilan étiologique. On aura tendance à réaliser des échographies abdominales à la recherche pour exclure une forme à l'hyperportal, quand on a des commémoratifs d'hépatite ou des consommations d'alcool qui paraissent excessives, on fera bien entendu une échographie par voie transthoracique externe avec une injection de produits de contraste à la recherche d'un foramen ovale perméable, une résonance magnétique pour être certain qu'on n'a pas une cardiopathie congénitale comme cause et une communication, un shunt gauche-droit comme cause de l'hypertension pulmonaire, avec un intérêt particulier pour les retours veineux anormaux qui très souvent ont été considérés comme étant des problèmes mineurs qu'il ne fallait pas corriger. Je pense que dans la majorité des cas, c'est certainement vrai, mais on est surpris parfois de voir une proportion de 5% à peu près de nos malades qu'on retrouve avec une histoire de retour veineux anormal dont on n'est pas certain qu'il ne soit pas la cause de la pathologie.
Et alors, un point très important, c'est la recherche génétique qu'on réserve pour l'instant. Alors, évidemment, cette indication va dépendre de la législation sur l'utilisation de la génétique pour faire du dépistage des maladies rares, mais dans notre centre, moins de 50 ans HTAP, c'est systématiquement un dépistage génétique chez le patient, pas dans la famille, chez le patient. Et ça monte jusqu'à 60 ans quand on a des malades chez lesquels l'hypertension pulmonaire tombe du ciel sans qu'on ait de comorbidité. Au-delà de l'âge de 50-60 ans, l'intérêt du dépistage génétique est moindre, mais clairement, on a une information qui est donnée au patient, éventuellement à sa famille s'il le souhaite, quand on a des cas isolés chez les sujets jeunes. On n'oublie pas la scintigraphie de ventilation et de perfusion quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas une composante post-embolique. Le test VIH, je dirais qu'il faut avoir un peu de bon sens quand on l'utilise et de toute façon, on demande toujours l'accord et le consentement du patient avant de le réaliser. Donc, je dirais que très souvent d'ailleurs, les patients, les HTAP sur VIH nous arrivent avec un VIH qui est déjà diagnostiqué. Donc, ça n'arrive jamais que le VIH soit diagnostiqué au moment du diagnostic de l'HTAP. Ça n'arrive plus jamais. Ça arrivait il y a 15 ans. Maintenant, ça n'arrive plus. Donc, c'est un test qui est plutôt optionnel. Alors, il y a une question qui m'a été posée directement parce que notre collègue n'a pas pu envoyer la question directement. C'est concernant le traitement des complexes d'Eisenmenger, les patients qui ont une cardiopathie congénitale simple gauche-droit qui vieillit, qui arrivent au stade de maladie artérielle pulmonaire irréversible. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a le TRACLIR qui a montré le Bosentan, qui a montré son efficacité chez ce groupe de patients, tout particulièrement avec l'étude BRAVE5. Et il y a aussi un certain nombre de sous-groupes à l'intérieur des grands essais qui ont été faits avec le macitentan, avec d'autres molécules qui ont montré un effet essentiellement sur la classe fonctionnelle, l'amélioration de la classe fonctionnelle, sur l'amélioration du test de 6 minutes de marche, sur les résistances vasculaires pulmonaires, mais pas vraiment sur la mortalité. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc et Frédéric ? Mais Frédéric, peut-être si tu as une réponse à donner à nos collègues là sur le sujet. Oui, avec plaisir. C'était d'ailleurs une très bonne occasion de souligner que le Bosentan, et je voudrais surtout pas me froisser avec le sponsor principal de cette soirée, mais le Bosentan, et je pense que c'est le cas aussi chez vous au Maroc, est actuellement, depuis maintenant presque 2 ans, je crois, génériqué. Du coup, le coût d'emploi de cette molécule est largement réduite. Il y a un élément particulier chez les patients avec Eisenmenger, c'est qu'effectivement, ils sont très hypoxémiques. De fait, c'est par définition le cas. Et on est parfois surpris de voir, alors on a de moins en moins de patients avec syndrome d'Eisenmenger en Suisse, pour des raisons évidentes de dépistage. Maintenant, les patients que nous suivons avec des syndromes d'Eisenmenger ont souvent tolèrent bien le Bosentan et, comme vous le savez, sont souvent très polyglobuliques. Il y a eu une tendance, et c'est peut-être un message que je peux faire passer pour ces patients qui méritent encore autant que les autres et peut-être même plus d'être suivis vraiment par des spécialistes de cardiopathie congénitale de Gooch, de grown-up, chez ces patients, parce que on a souvent, nous, des patients chez qui le médecin traitant a décidé de faire une saignée parce que le patient avait 180 d'hémoglobine, alors qu'on s'inquiète rarement en l'absence de signes d'hyperviscosité. Donc, la prise en charge du syndrome d'Eisenmenger est une forme particulière d'HTAP. Dans le centre dans lequel je travaille, on a une relation étroite avec les cardiologues congénitalistes, comme on dit, et on fait des consultations communes, je dirais, dans ce cas-là. Mais le Bosentan reste une bonne molécule, et puis comme elle est relativement bon marché, on l'utilise avec plaisir. On n'a pas forcément beaucoup de patients qui sont en double ou triple thérapie dans ce contexte-là, pour tout dire.
Oui, c'est tout à fait juste. Hein. C'est notre expérience aussi avec le Bosantan, c'est notre première ligne. Et on n'a jamais de patients qui sont, en fait, on a très peu, voire jamais de malades sous prostacycline. Jean-Luc, notre ami le professeur Abdi Ali, que je salue, qui est très très assidu et qu'on remercie beaucoup pour sa participation très active aux différentes réunions, elle pose la question sur l'hypertension artério-pulmonaire et la Covid. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ce sont des malades qui vont s'aggraver? Est-ce que ce sont des malades qui sont prédisposés à faire la Covid? Oui, c'est un sujet. C'est un sujet qui est terriblement brûlant. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux situations. Il y a la situation qui est le malade avec une HTAP identifiée et qui, malheureusement, développe une infection à Covid. Et là, dans le RJ, on a une lettre commune qui a été publiée. Je ne sais plus si Marion Delcroix est le premier auteur, mais c'est une œuvre un peu collective qui date de la première vague au mois d'avril, qui montre finalement que la mortalité est plus élevée, et elle est surtout plus élevée parce que les patients vont aux soins intensifs et qu'un malade qui a de l'HTAP qui va aux soins intensifs, c'est associé à une mortalité qui est très élevée. On est au-delà de 90% de mortalité. Si les patients arrivent à échapper aux soins intensifs, finalement, ils ont une évolution clinique. On a des patients qui ont fait la Covid et qui sont passés au travers des gouttes sans avoir de complications. Donc, je pense que le risque n'est pas plus élevé, mais quand un patient HTAP fait une forme grave de Covid, là, malheureusement, le taux de mortalité est significativement plus élevé que dans la population générale. Alors, l'autre proposition qui est évidemment intrigante et à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, c'est de savoir si la Covid fait le lit de l'HTAP. Et quand on regarde les mécanismes proposés associés aux complications cardio-respiratoires de l'infection à SARS-CoV-2, on ne peut pas ne pas être inquiet parce qu'on a une combinaison de tous les facteurs qui font le lit de l'HTAP ou des formes post-emboliques, la dysfonction endothéliale, l'inflammation, les microthromboses, enfin bref, toute une série de phénomènes qu'on connaît dans l'HTAP. Donc, je n'oserais jamais dire qu'on va voir beaucoup plus de cas d'HTAP ou beaucoup plus de cas de formes post-emboliques, mais je pense que dans les formes graves de Covid qui ont été identifiées, il faut penser à ce diagnostic comme un diagnostic alternatif. Et il y a une troisième situation qui est l'infection à Covid qui révèle l'HTAP ou la forme post-embolique. Et on a quelques cas qui ont été révélés parce que les malades sont arrivés avec une pneumopathie à SARS-CoV-2 et qu'en leur faisant leur écho de base, on leur trouve des PAP élevés. Là, je pense que ça, c'est un phénomène qui est assez connu, hein, l'hyperthyroïdie qui déclenche qui aggrave une insuffisance cardiaque ou qui aggrave une HTAP, une grossesse qui révèle une HTAP. Donc, si tu veux, c'est un peu un phénomène révélateur plus que la cause. Mais il y a quand même là, dans les mécanismes, quelque chose auquel il faudra faire très attention. Et je pense que peut-être qu'il faudrait peut-être envisager des évaluations à long terme des patients Covid dans ce cadre-là et à la recherche d'HTAP, c'est-à-dire que dans les 6 mois ou 1 an après le Covid, parce qu'on a l'impression que après la guérison, il reste encore des séquelles. Oui, bien sûr, c'est tout à fait juste. Frédéric, Jean-Luc, une dernière question, enfin une avant-dernière question pour Frédéric. Une patiente de 72 ans, pneumopathie interstitielle bilatérale, sans signe d'insuffisance cardiaque, mais qui a des pressions pulmonaires, qui a une IT à plus de 5 mètres par seconde. Donc, ce qui fait quelque chose comme des pressions qui sont extrêmement élevées. Est-ce qu'il y a une place au traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire? Ouais, c'est une super bonne question et comme je ne sais pas exactement combien de gens m'écoutent, je ne sais pas trop comment répondre. Pas mal, il y en a pas mal. Bon. Alors, je vais considérer qu'on est en famille et puis je vais vous faire une première réponse. Oui, bien sûr. Le contexte de la pneumopathie infiltrative de type UIP ou NSIP va effectivement parfois être associé. D'ailleurs, il y a certaines formes comme
CPFE, le Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema, qui développe des hypertensions pulmonaires dévastatrices et très sévères très rapidement. Avant de parler de ces cas particuliers, je dirais que l'apparition d'une hypertension pulmonaire dans le cadre d'une pneumopathie fibrosante est probablement pas surprenante et parfois même attendue. La vaste majorité de ces patients, et je me fais juste le translateur des guidelines actuels, et qu'on est en classe de recommandation 3, donc il ne faut pas donner des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire chez les patients avec fibrose pulmonaire. Maintenant que toutes les personnes en étant en famille, je vous dirais que c'est exactement ce que l'on fait à Genève. Maintenant, on a des situations particulières avec des patients qui ont très peu de pneumopathie, qui ont des épreuves fonctionnelles respiratoires où il y a une DLCO effondrée de façon isolée, certains patients qui ont effectivement la forme de type CPFE. Je dois admettre que pour certains de ces patients, on partage ça avec eux en disant qu'on sait qu'il peut y avoir un risque d'aggravation, notamment de l'hématose et de l'hypoxémie chez ces patients. Mais il nous arrive de donner des traitements spécifiques dans certaines situations. Mais globalement, pour nous, c'est un no-go. C'est clair. C'est une réponse qui est tout à fait claire. Alors, on va faire plaisir à tout le monde, mais il y a encore des questions. Alors, inhibiteurs calciques, leur place dans le traitement d'hypertension pulmonaire. Alors ça, c'est très facile. C'est only in acute responders to nitric oxide. C'est la seule indication. Forme idiopathique, HTAP, répondeur NO, plus de 10 mm de mercure de chute de PAP, comme d'une certaine manière le cas de Fred l'illustrait, et PAP moyenne inférieure à 40. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des patients qui ont une quasi-normalisation de leur hémodynamique au test aigu qui sont les candidats. Ça, c'est vraiment la seule indication qui nous reste. Donc, le message à faire passer, c'est jamais d'inhibiteur calcique systématiquement. Absolument. Sauf si on a fait un KT, un test de vasoréactivité et qu'il est positif. Absolument. Une dernière question qui est prescrite. Faut-il prescrire l'aspirine ou autre antiagrégant dans tous les cas d'HTAP? Je n'ai pas bien entendu votre question. C'est aspirine ou antiagrégant dans l'HTAP? Ou anticoagulant. Ou anticoagulant, oui. Allez. Bon, je réponds volontiers pour les anticoagulants. Il n'y a pas de doute que dans le groupe 4 qu'a présenté Jean-Luc, forcément, d'ailleurs, on ne parle pas de CITEF s'il n'y a pas eu au moins 3 mois d'anticoagulation bien conduite. Donc, de fait, c'est un traitement au long cours de cette maladie. Pour les maladies du groupe 1, il y a une forme d'ambivalence dans les propositions. On sait que chez les patients qui ont une tendance à la diathèse hémorragique, on va éviter les patients qui ont des fonctions hépatiques avec des facteurs de coagulation extrêmement bas, on va l'éviter. On est ennuyé pour certains types de patients qui ont une atteinte sclérodermique parce qu'on a des données aujourd'hui qui semblent dire que peut-être avec anticoagulation, l'évolution des patients est un peu plus défavorable. Je suis personnellement assez favorable à une forme d'anticoagulation chez des patients chez qui on va au traitement IV avec des cathéters implantés. Dans les HTAP idiopathiques, ça peut être plus facilement acceptable pour moi, compte tenu du risque thrombogène lié à la présence du cathé. Maintenant, il n'y a pas d'indication formelle à l'anticoagulation dans le groupe 1. Oui, c'est intéressant parce que cette indication provient, justement, on parlait des bloquants calciques, elle vient de l'histoire ou de la préhistoire de l'HTAP, puisqu'elle vient des premières études de Stuart Rich dans le New England, montrant l'effet sur une trentaine de patients, le bénéfice d'un traitement par bloquant calcique chez ce qu'on a après appelé les répondeurs ONO. Il se trouve que tous ces patients, ou pratiquement tous ces malades, étaient anticoagulés. Et quand l'utilisation des bloquants calciques a été, dans les années 90, un petit peu plus populaire, à tort malheureusement, on s'est rendu compte que un des éléments qui faisait la différence entre les survivants et les non-survivants, c'était la prise d'anticoagulants. En fait, l'histoire vient de là. Nous ne les utilisons pratiquement plus jamais, ou en tout cas de moins en moins.
Et ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation des antiagrégants ou des nouveaux anticoagulants n'a pas été validée, n'a pas sa place dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et de nouveau, on parle bien de l'HTAP du groupe 1. Donc, il n'y a pas de place pour l'antiagrégation ou l'anticoagulation avec les nouveaux anticoagulants inhibiteurs directs de la thrombine. Écoutez, on a pratiquement passé 50 minutes de débat qui était extrêmement passionnant. Je voudrais vous remercier infiniment pour vos disponibilités, pour votre gentillesse et aussi pour le niveau du débat qui est excellent et avec lequel on a appris énormément de choses. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir participé avec nous. Je sais que vous avez un programme qui est extrêmement chargé et malgré ça, vous avez répondu présent. Et pour cela, donc, un grand merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton topo qui était extrêmement intéressant et pour la discussion aussi. Merci beaucoup, Samir, comme d'habitude, avec ta modération qui est excellente. Merci au laboratoire Actelion d'avoir participé à cette réunion, d'avoir favorisé aussi cette réunion. Voilà, je vous donne un rendez-vous le 25 de ce mois avec un webinaire extrêmement intéressant sur l'hypertension artérielle en présence de grands noms de l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'hypertension artérielle, pardon, cette fois-ci systémique, qui sont le professeur Bernard Weiss de Marseille, le professeur Laurence Amar de Paris et le professeur Dania Moti de Riyad. Et puis, le 8 avril, on va parler, puisque ça sera à la veille du Ramadan, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant qui a trait au Ramadan et qui va être traité par notre ami le professeur Al-Htawi. Et ça sera quand interdire le jeûne chez les patients porteurs de cardiopathie. Et je pense que tous les cardiologues attendre un petit peu la réponse à cette question-là qui est extrêmement importante dans notre pratique de tous les jours. Voilà, encore une fois, merci à tous les intervenants, merci aux cardiologues et à très bientôt. Au revoir.